Bien, bonjour tout le monde. Je suis donc chirurgien vasculaire retraité mais qui travaille encore. Et je vous remercie de m'accueillir dans votre assemblée. Et comme on dit de façon un peu formelle dans nos congrès, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Donc je vais vous parler de l'histoire de la chirurgie à la demande d'Yves Fournier. D'Yves Fournier, c'est une demande que j'ai acceptée sans savoir à quoi je m'engageais. L'histoire de la chirurgie, c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop large pour pouvoir vous la résumer. Donc je vais sauter des étapes, être très incomplet et parfois imparfait. Puis je ne suis pas du tout historien. Je vais vous présenter ça de façon à peu près chronologique jusque après la dernière guerre mondiale. Parce que là, c'est assez simple, c'est assez linéaire. Après, ça se disperse. Et donc après, je vais être plus anecdotique sur certains sujets pour essayer de vous faire percevoir ce qu'est l'histoire moderne de la chirurgie. Puis je terminerai par un petit chapitre qui me fait plaisir d'abord parce que c'est ma chirurgie, et puis qui a le mérite d'être la chirurgie vasculaire a le mérite d'être récente, donc son histoire est courte. C'est quelque chose qui est très monomorphe et univoque, donc c'est assez facile à schématiser. Et par ce biais, je pense que vous comprendrez un petit peu mieux l'évolution des choses depuis la deuxième moitié du XXe siècle. La chose importante en introduction, c'est de vous dire que quand même la chirurgie, comme le reste, son histoire dépend de l'histoire de la connaissance, bien sûr, et surtout de l'histoire de la connaissance de la pathologie, et ça, je vous en parlerai très peu, parce que c'est peut-être un petit peu moins amusant, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, et je pense que vous êtes plus venus pour des choses plus techniques. De la préhistoire, on connaît pas grand-chose. On connaît ce qu'on a trouvé dans des sépultures. On sait que dans la préhistoire, on amputait déjà, parce que c'est l'opération de base jusqu'au XXe siècle, hein, c'est l'amputation. On amputait déjà, mais on n'a pas beaucoup de membres amputés. Par contre, on a trouvé énormément de crânes trépanés, c'est-à-dire avec un trou. Hein, le trépan, c'est un trou. En particulier dans une sépulture découverte dans le sud-ouest de la France, un tiers des 120 crânes retrouvés étaient trépanés. Alors, ils faisaient probablement ça avec des morceaux de silex. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était rituel? Est-ce que c'était thérapeutique médical? Ou est-ce que c'était thérapeutique psychiatrique pour faire s'évader les esprits? Peut-être savait-il déjà que la pensée était dans la tête. L'Antiquité. Alors l'Antiquité, je l'ai résumé parce que ça aurait été trop long, donc j'ai mis ensemble les 3 endroits dont on a des restes par les écrits. Ce sont l'Inde antique, la Grèce et Rome. Alors les écrits, vous connaissez tous Hippocrate, qui est le grec d'avant Jésus-Christ, Galien, qui était le chirurgien romain. À l'époque, la dissection des cadavres humains était bien sûr interdite. Enfin bien sûr, elle était interdite, et donc il disséquait et il s'entraînait à opérer sur des chèvres en Grèce, sur des singes à Rome, morts ou vivants. Il réalisait des tas de choses, il faisait des amputations, il traitait des hernies. Bon, la hernie, tout le monde sait. S'il y a des trucs médicaux, techniques qui vous échappent, n'hésitez pas à m'interrompre. Les hydrocèles, c'est une poche de flotte dans les bourses. La taille vésicale, la taille, ça veut dire ouvrir, donc ouvrir la vessie pour aller chercher un calcul dedans. Il faisait des plasties de la face, et particulièrement, alors je vous ai mis un dessin, est-ce qu'il y a une flèche? Ah, voilà. Donc je vous ai mis le dessin du milieu, c'est un dessin de... D'accord. Voilà, c'est un dessin de chirurgie contemporaine, de chirurgie plastique, qui est plus clair que le dessin que j'ai retrouvé recopié sur les écrits indiens. Ils faisaient ce qu'on appelle ce qu'ils appelaient le lambeau indien, c'est-à-dire qu'ils allaient découper un bout de peau et de muscle sur la boîte crânienne sur le front, qu'ils tournaient au niveau de la racine du nez pour recouvrir un nez manquant. Alors là, c'est contemporain, donc il y a une petite prothèse à la place du nez. Tout ça pour réparer les dégâts des punitions des femmes adultères et des voleurs à qui les Indiens chopaient le nez. Donc ils étaient évidemment pas présentables, et pour devenir présentables, ils avaient déjà une chirurgie plastique. Et le dessin que j'avais trouvé de l'Inde antique, c'est exactement le même, sauf qu'il est moins bien fait et qu'on voit moins bien sur la photo. C'est pour ça que je vous ai mis le moderne.
Ils opéraient des cataractes, hein, je vous ai mis un œil avec une cataracte. Alors l'opération, elle était simplissime à l'époque, il s'agissait simplement avec une aiguille d'aller repousser le cristallin abîmé dans un coin de l'œil de façon à ce qu'il ne soit plus devant l'œil mais dans un coin et que les gens puissent voir un petit peu à travers. Il faisait donc des trépanations comme dans la préhistoire, et de la chirurgie anale, c'est facilement accessible, et puis la pathologie anale fait mal, donc ça attire les gens. Les chirurgiens romains en particulier travaillaient dans les cirques et l'armée. Les Romains, pas les autres, mais les Romains avaient déjà une notion d'hygiène en nettoyant leurs affaires avec du vinaigre et de l'eau bouillante. Et puis il y a la mythique césarienne. On dit toujours que César est né par césarienne. En fait, il est plus probable que césarienne, ça vient de caedere, coupé en latin. Par contre, il est acquis que Scipion l'Africain, lui, est né par césarienne. On passe vite, hein. On passe maintenant au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, ça se passe dans le monde arabo-musulman. Vous voyez, là, je vous ai mis une collection de grands médecins. Ça va de Bagdad à Tolède. En passant par tout le bassin méditerranéen. Le plus grand médecin de l'époque a laissé son nom à des hôpitaux et des bouquins, beaucoup de gens le connaissent, c'est Avicenne. C'est pas de lui dont on va parler. En chirurgie, le plus pointu, c'est Abul Cassis, qui était à Cordoue, qui était donc qui a laissé beaucoup d'écrits, qui a laissé un bouquin, enfin 30 volumes de ce qu'on appelle le Tarsif, qui est un bouquin dont je vous ai photographié des pages, où surtout il décrivait des outils de chirurgie. Il a décrit 200 instruments, c'est quand même pas mal. Il pratiquait la cautérisation. La cautérisation, c'est de prendre un bout de métal chauffé au rouge et puis d'aller brûler ce qui saigne, pour que ça s'arrête de saigner. Mais déjà, des ligatures artérielles, c'est-à-dire qu'il allait faire un nœud sur une artère qui saigne. Il avait inventé un truc assez génial, c'est de fermer les plaies avec des mandibules de fourmis, vous voyez, comme ça, et ça avait deux intérêts, un intérêt mécanique, c'est-à-dire que la fourmi, elle serre, donc elle ferme la plaie, et un autre intérêt antiseptique, c'est qu'elle sécrète des produits qui ont une qualité antiseptique. Bon, il a pratiqué trachéotomie chez son domestique, je ne sais pas pourquoi, mais il l'avait trachéotomisé. Il enlevait des calculs vésicaux, donc par taille vésicale, par voie vaginale. Il avait mis, ça c'est assez amusant, au point une méthode de réduction des luxations de l'épaule, qu'il a décrite, et qui a été redécrite au début du XXe siècle par un chirurgien suisse, Kocher, dont on reparlera. Et cette méthode est toujours utilisée. Par contre, elle ne porte pas le nom d'Abul Cassis, elle porte celui de Kocher. Et puis il faisait des patelectomies, c'est-à-dire virer la rotule. Non, c'est pas ce bouton, pardon. L'Occident médiéval est beaucoup moins intéressant que l'Occident arabo-musulman. Quand même, on en parle, c'est chez nous, mais c'était des charlatans et des barbiers, surtout. Il y avait une école, c'était évidemment au sud de l'Europe, parce qu'il y avait l'influence musulmane qui avait beaucoup influencé tous ces gens-là, et les écrits en arabe d'Abul Cassis avaient été traduits en latin. L'école principale, c'est Salerne. Pourquoi? Simplement parce que c'était un carrefour de civilisation et que les gens se rencontraient, donc réfléchissaient, que le cosmopolitisme apportait beaucoup de choses. Et puis à Bologne, il y avait une grosse école de chirurgie, et dont on garde le souvenir d'un Rolando da Parma, c'est-à-dire que lui venait de Parme, mais il était à Bologne, et qui a laissé un ouvrage qui s'appelle Chirurgia, dans lequel il y a quelques dessins assez amusants, où on voit ici, il fait une opération, probablement une trachéotomie, on le voit bricoler dans le cou. Ici, une hernie, et ce qui est amusant, c'est de voir qu'il a installé son patient la tête en bas, simplement pour que les boyaux réintègrent l'abdomen et vident la hernie et qu'ils puissent la fermer. Et là, une taille vésicale par le vagin. Donc, il a installé sa patiente en position quasi gynécologique pour pouvoir attaquer la vessie par là. Mais je trouve ces dessins, ils sont assez jolis. En France, chez nous, donc, il se passe pas grand-chose, mais quand même, il y a deux écoles, Montpellier et Paris. À Montpellier, il y a un guide Chauliac qui a commencé à Montpellier, qui a ensuite été à Bologne, et puis surtout qui a exercé à Lyon et à Avignon parce qu'il y avait les papes, et il était chirurgien des papes. À Montpellier, il a été un pionnier de la dissection. Alors la dissection de cadavres, c'était un truc encore quasi impossible, hein. Et donc Clément VI, qui était un pape avignonnais, je pense, a autorisé
disséquer les pestiférés décédés. Et puis le duc d'Anjou, qui était en charge de la région de Montpellier en 76, a quand même autorisé les anatomistes à disséquer un supplicié par an. Ouais. Et alors l'autre chose se passe à Paris. À Paris, pourquoi? Parce que en Italie, il y a des guerres et je ne sais pas si on appelle ça des médecins, parce qu'ils étaient à la fois philosophes, à la fois poètes, à la fois tout ce que vous voulez. Enfin, les gars de Salerne, Bologne, Milan, ils vont à Paris. Et à Paris se crée en chirurgie la confrérie Saint-Côme, c'est-à-dire que les chirurgiens se réunissent pour essayer d'avoir une activité un petit peu collégiale. Mais il y a entre les médecins qui se considèrent comme une élite cultivée, sachant lire, écrire, parler le latin, et les chirurgiens qui sont considérés comme des petites mains destinées aux basses œuvres. Et ça va jusqu'à un procès. Vous voyez cette gravure qui est assez édifiante, où on voit au milieu le médecin qui est franchement bien habillé, qui est debout et qui, un petit peu méprisant vis-à-vis de sa droite le pharmacien, et surtout le chirurgien à sa gauche, qui lui est habillé comme un domestique et à genoux. La Renaissance. Alors la Renaissance, il y a trois choses qui changent beaucoup. L'imprimerie, comme en chirurgie comme ailleurs, l'imprimerie diffuse la connaissance. La guerre, comme souvent, la guerre fait faire des progrès, en chirurgie aussi. La guerre et surtout l'apparition des armes à feu. Parce qu'évidemment, les armes à feu font des plaies beaucoup plus graves et beaucoup plus délabrantes qu'une arme blanche qui fait une plaie franche et à peu près propre, alors qu'une arme à feu, ça délabre tout et c'est dégueulasse. Et puis les progrès de l'anatomie. Alors, c'est pas de la chirurgie, c'est de la connaissance, mais c'est quand même un élément fondamental pour les chirurgiens. Il y a un grand chirurgien que tout le monde connaît dans la Renaissance, c'est Ambroise Paré, qui a quand même été premier chirurgien de 4 rois de France, qui pratiquait surtout sur les champs de bataille, et qui a apporté des choses pas inintéressantes. Le garrot simplement pour arrêter que ça saigne. Et puis surtout le garrot, si vous le serrez très très fort et pendant un petit moment, ensuite vous ne sentez plus votre jambe. Hein, de la même manière que madame qui a les jambes croisées, dans un quart d'heure, vous ne sentirez plus votre pied. Et donc ça lui permettait de travailler un petit peu plus tranquillement et avec un petit peu moins de désagréments pour le pauvre soldat. Il a inventé des tas d'instruments. Alors des instruments, les chirurgiens n'inventent que ça. Hein. Et puis il a inventé des prothèses. Alors ici c'est assez simple, c'est un pilon de jambe qui est un petit peu plus amélioré, un peu plus confortable que ceux qui étaient utilisés auparavant. Puis il a inventé des trucs assez étonnants, des mains mécaniques, avec des tas de petits mécanismes dont je pense qu'il espérait que ça pourrait gigoter un petit peu. Ambroise Paré, c'est je crois lui qui a dit, il me semble, je crois que c'est lui qui a dit un truc très joli, à je ne sais quel roi, je ne sais plus lequel, qui disait, le roi lui disait, vous allez me soigner comme un roi, et qui lui dit, non, moi je soigne les pauvres comme des rois, donc je vous soignerai comme tout le monde. L'anatomie. Alors l'anatomie, il y a eu très peu de choses depuis Galien, donc le chirurgien romain dont je vous ai parlé, et Ibn al-Hafiz, qui était un des médecins de l'époque arabo-musulmane, qui était basé au Caire. Mais au moment de la Renaissance, les interdits s'allègent un petit peu et les anatomistes commencent à pouvoir disséquer des condamnés. Alors ils s'arrangent, hein, ils s'arrangent avec les tutelles, comme on dit. Ils vont négocier pour remplacer le bourreau et piquer un bout du cadavre. Ils trichent, ils se débrouillent, à tel point que quand on a un cadavre, tout le monde est tellement affamé d'anatomie qu'on va le disséquer dans un théâtre. Et les théâtres sont des endroits où il y a plein de gens qui regardent, et je vous ai mis en photo le théâtre de Padoue, qui existe toujours, c'est magnifique cet endroit, qui a été construit un petit peu après, parce que c'est le théâtre dit définitif, les précédents étaient temporaires. Et dans cette salle, c'est magnifique, hein, si vous allez à Padoue, allez voir ça. Il y avait quand même 500 personnes qui pouvaient rentrer voir les dissections. C'est vous dire que le cadavre était rare, et qu'aller voir une dissection, c'était cher. Les grands anatomistes, le plus grand c'est Vézal, et puis il y a les anatomistes artistiques qui ont quand même apporté pas mal de trucs. À la même époque,
Donc tout ça, ça se passe beaucoup en Italie, etc. Mais il y a quand même un Anglais dont vous avez sans doute entendu parler, Harvey, qui était originaire du Pays de Galles et puis qui a fini à Londres, qui a le premier décrit de façon vrai, il s'est pas trompé, la circulation sanguine. C'est-à-dire qu'auparavant, les Grecs et les Romains ont imaginé des tas de choses assez curieuses, qu'il y avait de l'air qui circulait dans certains vaisseaux. Aristote disait que le pouls, c'était une agitation du sang, c'est-à-dire qu'il circulait pas, mais le cœur l'agitait. Pour Galien, le sang était produit par le foie, ensuite rejeté vers le cœur, enfin des trucs. Je dois vous dire, j'ai pas tout compris en relisant tout ça. Et Harvey, lui, après que Servet, alors s'il y a quand même Ibn al-Hafiz, donc le gars du Caire, qui avait compris ce qu'on appelle la petite circulation, c'est-à-dire le réseau entre le cœur droit et le cœur gauche qui passe par les poumons, alors que la grande circulation, c'est le réseau entre le cœur gauche qui va passer par les organes, les pattes, le cerveau et tout ça, et qui va revenir au cœur droit. Et Ibn al-Hafiz a décrit ça. Et puis Servet ensuite, lui, a compris que dans cette petite circulation se passait l'oxygénation du sang. C'est-à-dire que le sang qui passait par le poumon dans la petite circulation était oxygéné à cette étape et redistribué ensuite dans la grande circulation. Servet a quand même été brûlé pour avoir dit cette connerie. Hein. Et Harvey, lui, a décrit la circulation telle que nous la décrivons aujourd'hui, et il a échappé au bûcher parce que Louis XIV, qui évidemment décidait quelle était la bonne vérité scientifique, puisqu'il était roi, a décidé, conseillé par son chirurgien, de donner à la théorie de Harvey raison. 17e, 18e, vous voyez que ça fonce, hein, on va vite. Les chirurgiens sont toujours considérés comme des petites mains, mais coup de chance, le roi Louis XIV a une fistule anale. Et une fistule anale, ça fait très mal. Et son chirurgien, Félix, après s'être entraîné sur quelques gueux, réussit à opérer et à guérir Louis XIV. Et ça, c'est un grand coup parce que c'est son arrière-petit-fils, hein, Louis XV, oui. En mémoire de cette affaire-là, parce que j'imagine que la fistule de Louis XIV, c'était pas quand il avait 12 ans, a créé l'Académie royale de chirurgie, ce qui a redonné aux chirurgiens une place convenable qu'ils n'avaient plus depuis le Moyen-Âge. À côté de cette académie de chirurgie, se sont créées des écoles de chirurgie à Paris, à Montpellier, je crois qu'il y en a une autre, je ne sais plus où on enseignait le traitement des hématomes extradurales, c'est-à-dire la trépanation, pour vider un hématome qui est entre le cerveau et la boîte crânienne. De la même manière, l'abcès cérébral, on fait un trou, puis on vide l'abcès. Hein. La trachéotomie, qui était bien pratiquée pour la diphtérie, et puis encore la cataracte. Donc à cette époque-là, les médecins et chirurgiens ont été traités à peu près à égalité et pouvaient se regarder en face sans qu'il y en ait un qui se mette à genoux. Voilà les outils de trépanation du XVIIIe siècle. C'est à peu près les mêmes que ceux qu'on utilise encore. Hein. C'est assez amusant. Et vous voyez ce qu'on appelle les scies trépans, c'est-à-dire ce sont des scies à lame ronde qui permettent de creuser un trou dans la boîte crânienne. Puis dessous, s'il y a l'hématome, il se vide. XVIIIe siècle, des révolutions, des empires, des guerres, deux chirurgiens français. Ça se passe beaucoup en France après le Moyen-Âge. Deux chirurgiens français, Percy et Larrey, qui chacun ont donné leur nom à un hôpital militaire parisien. C'est des chirurgiens de guerre, hein, ils étaient aussi chirurgiens du roi, etc. Ils faisaient les amputations sur le champ de bataille, et puis ils ont beaucoup travaillé sur l'organisation des soins, et ils ont inventé l'ambulance. Une charrette avec un cheval, mais il fallait y penser. Ils travaillaient pas mal parce qu'en Russie, à Borodino, ils ont quand même, je crois que c'est Larrey, ça. Il a quand même amputé 200 personnes en une journée. Le tiers sont morts. Moi, je crois que le tiers, c'est très optimiste. Je serais pas étonné qu'en fait, il y en a beaucoup plus qui soient morts que ça.
Les guerres suivantes, c'est-à-dire la Crimée, l'Italie, sont des guerres où il y a beaucoup plus de mortalité, c'est assez étonnant, mais il semble que ça tienne beaucoup aux épidémies. Il y avait du paludisme, il y avait de la typhoïde, etc. La bataille de Solferino, elle est connue parce qu'Henri Dunant, qui était un homme d'affaires suisse et qui traînait par là pour aller signer des contrats, a été assez effrayé par la quantité de blessés et a donc créé la Croix-Rouge. Et puis la dernière guerre de cette époque-là, c'est la guerre France-Allemagne, où apparaissent des outils assez délabrants, qui sont les obus et les mitrailleuses. Par contre, l'hygiène, il y a moins de maladies, c'est-à-dire que dans cette guerre-là, il y a beaucoup plus de blessés que de malades, alors que dans les précédentes, c'était énormément de malades. Mais quand même, sur 13 000 amputés, il y en a 10 000 qui sont morts pendant cette guerre. L'amputation, c'était l'opération... Alors là, un truc super, c'est mon arrière-grand-père. Voilà, Anatole Augustin, qui était chirurgien de marine à la moitié du 19e, et dont je vous ai amené la boîte à outils. Et la voilà en photo. C'est ça les jouets dont je parlais à Yves Fournier. Et vous verrez que les outils, vous verrez. Mais faites gaffe de ne pas vous couper. Le 19e siècle. Alors, 19e siècle, premier miracle, l'apparition de l'anesthésie. L'anesthésie, elle a été utilisée pour les premières fois par des dentistes américains qui ont utilisé différents gaz, le protoxyde d'azote, l'éther, le chloroforme. Et puis, elle a été diffusée à l'occasion des 7 et 8e accouchements de la reine Victoria, qui ont été des accouchements sans doute difficiles, puisqu'elle a été anesthésiée. Et à partir de cette anecdote, l'anesthésie s'est bien diffusée dans le monde, puisqu'elle avait accouché, qu'elle avait survécu, et que ses enfants, en tout cas au début, aussi. Et je vous ai mis 2 gravures qui viennent du musée Saint-Thomas à Londres, qui est un musée chirurgical, qui est un truc aussi très amusant à visiter. Et vous voyez à gauche une amputation réalisée avant l'anesthésie. Vous voyez que l'anesthésie, c'est de la pure contention, c'est extrêmement barbare. Alors qu'à droite, 50 ans plus tard, l'anesthésie fait que les gens sont quand même beaucoup plus calmes autour du champ opératoire. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient vraiment calmes, c'est-à-dire que le chirurgien là, qui s'appelle Robert Liston, qui était un Écossais, qui a exercé à Londres, était considéré à l'époque comme le chirurgien le plus rapide du monde. Et il faisait une amputation en 25 secondes. Il faisait une amputation en 25 secondes, et il y a même une anecdote assez rigolote qui raconte qu'une de ces amputations a eu une mortalité de 300%. Pourquoi ? Parce que son patient est mort. Bon, 1 sur 2 mourait. Mais en plus, il allait tellement vite qu'il a foutu un grand coup de couteau à un de ses assistants qui a cru qu'il allait mourir, et qui est mort, qui a fait son infarctus. Et puis il a coupé 2 doigts à un autre assistant, qui lui n'est pas mort, bon, donc c'est répertorié comme l'opération à 300% de mortalité, ça fait beaucoup. Enfin, ce qui est important, c'est de voir l'ambiance est quand même différente, et on voit le début d'un progrès majeur, l'anesthésie. Parce que l'anesthésie, non seulement ça permet aux gens de ne pas souffrir, mais ça permet aux chirurgiens de travailler beaucoup mieux. Le deuxième grand progrès de ce 19e siècle, c'est la propreté, c'est l'asepsie et l'antisepsie. Alors l'asepsie, l'histoire de la découverte de l'asepsie est très amusante. Et surtout, si vous avez l'occasion, elle a fait l'objet de la thèse de Louis-Ferdinand Céline, qui est un très joli petit livre qui raconte cette histoire dans une langue pas trop célinienne et très agréable. Semmelweis, qui était assistant d'obstétrique dans un hôpital de Vienne, s'est étonné un jour de constater que dans la salle d'obstétrique tenue par les médecins, il y avait 4 ou 5 fois plus d'infections puerpérales, c'est-à-dire d'infections à l'accouchement, qui sont souvent mortelles, qu'il était à l'époque, que dans la salle d'accouchement tenue par les sages-femmes. Et il s'est posé la question, mais pourquoi on a tant d'infections chez les médecins et si peu chez les sages-femmes? Et il a fini par comprendre que les médecins venaient accoucher les femmes en remontant de la salle de dissection. Et qu'évidemment, ils avaient les mains dégueulasses. Bon, il a fini, évidemment, exclu de l'université, en hôpital psychiatrique. Enfin, je veux dire, il a été, pas brûlé vif, mais pour avoir dit que quand même les médecins ne pouvaient pas infecter plus que les sages-femmes. C'était un truc impossible.
L'antisepsie, l'asepsie, c'est donc la propreté, c'est on se lave les mains. Hein. L'antisepsie, c'est on essaye de détruire les germes. L'antisepsie, elle a découlé des travaux de Pasteur, tout le monde connaît Pasteur, et c'est Lister, un chirurgien, non pas Liston, hein, celui qui faisait les amputants en 25 minutes, mais Lister, un chirurgien anglais aussi, qui a découvert que l'antisepsie, ça pouvait améliorer nettement les résultats de la chirurgie. Donc il a fait de l'antisepsie avec l'acide phrénique, c'est-à-dire du phénol. Il mettait du phénol partout. Au lieu d'amputer les gens qui avaient une fracture ouverte, parce que c'était quand même l'indication principale d'une amputation, c'était la fracture ouverte. Hein, ça s'infecte et les gens meurent d'infection. Au lieu de les amputer, il s'est amusé à mettre des compresses bourrées de phénol sur les plaies, et puis il en guérissait un certain nombre. Donc il a eu un succès intéressant. Le deuxième pas intéressant dans l'antisepsie en ce qui concerne la chirurgie, c'est les gants. C'est-à-dire que Alstedt, qui est un chirurgien américain dont on reparlera parce que c'est un des grands génies de notre job, opérait avec sa copine, ça arrive souvent, et il constatait que la pauvre fille avait les mains délabrées par l'acide phrénique, parce qu'à l'époque il se lavait les mains à l'acide phrénique, et il s'est dit putain, il faut que je protège les mains de ma femme. Et donc il est allé voir Goodyear, qui commençait à industrialiser le caoutchouc, et ils ont mis au point des gants en caoutchouc. Et c'est comme ça que les gants en caoutchouc sont arrivés dans notre arsenal de propreté. Et puis, même époque, on se dit, tiens, on va plus aller opérer dans le lit des gens ou sur leur table de cuisine, parce que pour opérer, on est bien sur un plan dur. Donc on opérait sur la table de cuisine des gens ou dans un théâtre d'anatomie, comme vous avez vu, sur un plan dur, et sur le billard, parce que c'est dur. Quand on dit où est-ce que je vous opère sur le billard, c'est pour ça qu'on dit passer sur le billard. Parce que c'est un plan dur, tout simplement. Et l'apparition de ces concepts d'asepsie et d'antisepsie, elle a été étudiée parce qu'on commençait quand même à faire quelques études un peu scientifiques en chirurgie. Et je vous ai mis ce graphique qui est assez fascinant, où on voit c'est des centres hospitaliers allemands, et peut-être suisse-allemands, je ne sais pas, enfin c'est des trucs allemands. La mortalité des fractures ouvertes avant l'antisepsie et l'asepsie, elle va de 50 à 70%. Et après l'asepsie et l'antisepsie, on est entre 5 et 10%. C'est quand même un miracle. Hein. Et ce genre de miracle, ça fait que les chirurgiens se disent on peut y aller, on a des meilleurs résultats, on continue. Et donc ça date de 1898. Donc la salle d'opération dont je vous parlais, qui est l'aboutissement de ces notions d'asepsie et d'antisepsie, voilà sur quoi on opérait donc à l'hôpital Saint-Thomas à Londres, c'est-à-dire dans un théâtre comme un théâtre d'anatomie où les gars étaient en costume et mains nues. Et voilà, à la fin du 19e et au début 20e, ce qu'on a fait, on a commencé à mettre des lavabos à l'entrée des salles d'opération pour se laver les mains. Ça existe toujours, hein, ils ne sont pas pareils, mais on a toujours des lavabos. Et puis à faire des salles d'opération, celle-ci est de la toute fin du 19e, où on a une salle dédiée qui est donc nettoyée, qui est propre, avec une table qui reste un plan dur banal, mais qui est quand même une salle dédiée à l'opération. Et puis une dizaine ou une quinzaine d'années après, le matériel s'améliore, on a une table opératoire qui peut monter, descendre, se casser dans tous les sens, des bocaux partout pour que ce soit propre, des poubelles, et puis un petit peu de matériel d'anesthésie qui est là. Donc ça c'est au Mans, les autres, je crois que ça c'est à Épernay il me semble, et ça je ne sais plus. Il me semble que c'est vers Paris, mais je ne sais pas où. La fin du 19e, il y a quelques progrès techniques quand même, grâce à l'anesthésie et puis à l'astuce des gens. Alors on commence à ouvrir le ventre, ce qu'on ne faisait pas auparavant, et il y avait des raisons d'impossibilité technique, et puis il y avait aussi une raison, c'est que le péritoine, qui est l'espèce d'enveloppe des boyaux et de la paroi du ventre, était considéré comme une barrière infranchissable imposée par Dieu. L'instrumentation, elle se progresse aussi, il y a des trucs tout bêtes, mais qui sont vraiment... Vous voyez ces petits crans là, sur cette pince-là, ça n'existait pas avant. Puis il y a un gars qui s'appelle Kocher, dont on a déjà parlé, qui s'est dit on va mettre des petits crans. Mais c'est un truc très intéressant parce que vous mettez une pince, puis vous enlevez votre main, vous la laissez fermer, et puis vous pouvez faire autre chose en même temps. Le drainage c'est un Français, Chassaignac, qui a eu cette idée aussi assez géniale, c'est quand on ouvre une collection c'est un petit
peu de liquide, que ce soit du pus, du sang, et que on veut évacuer ça, ben on évacue, mais on n'évacue pas tout parce que c'est techniquement impossible, surtout quand on a 20 secondes pour faire le travail. Et donc on met un drain, c'est-à-dire ceux qui ont été opérés ont souvent eu un drain, maintenant c'est des petits tuyaux, mais on met n'importe quoi, un petit bout de caoutchouc, un petit bout de bois, un petit bout de ferraille, qui reste dans la plaie, qui fait que la plaie ne se ferme pas, et que l'écoulement se fait par capillarité le long de ce truc. C'est basique, mais c'est génial. Et puis il y a des chirurgiens qui commencent à enlever des utérus, des reins, des rates. Lister, dont on a parlé, donc le promoteur de l'antisepsie, commence à ostéosynthèser des os, c'est-à-dire à les rabouter de façon à les recoudre en pratique. Lui, il les recousait avec du fil d'argent. Et puis 3 éléments non chirurgicaux qui sont un peu importants. L'Anatomie Act, c'est un décret du roi d'Angleterre de l'époque qui autorise des dissections, ce qui permet quand même de diffuser la dissection. Lister, dont on vient de parler, était tellement affamé de connaissances anatomiques qu'il a été jusqu'à disséquer le cadavre de son père et de sa sœur, ce qui est quand même un peu glauque. Et donc cet Anatomy Act en Angleterre permet d'avoir des cadavres pour disséquer et pour apprendre. Les rayons X, c'est pas de la chirurgie, mais ça a apporté beaucoup de choses à la chirurgie. Röntgen, un jour, a découvert la main de sa femme imprimée en radio par hasard. Hein, il faisait des expériences de physique. Puis un jour, sur un film, il a vu la main de sa femme avec l'alliance, mais il voyait les os. Et donc, il a découvert les rayons X. Et puis, la médecine expérimentale, Claude Bernard. Bon, Claude Bernard, c'est pas un chirurgien, mais c'est quand même lui qui a bien mis au point les théories de la médecine expérimentale, c'est-à-dire qu'on a commencé à passer de la médecine observationnelle à la médecine expérimentale, ce qui est une méthodologie qui, bien sûr, a apporté beaucoup de choses à tout, pas que à la chirurgie, à tout le monde. Début du XXe siècle, alors c'est la mise au point des grandes techniques. On a l'anesthésie, donc on peut commencer à travailler. On a l'asepsie et l'antisepsie, donc on commence à avoir des résultats qui ne sont pas déplorables et pas avoir 90% de mortalité. Et donc les techniques se développent, et il y a quelques grands noms de la chirurgie qui inventent des techniques pour barboter un estomac, une thyroïde, etc. Alors je vous en ai mis quelques-uns. Bassini, c'est un Italien qui a inventé une façon de traiter les hernies. Donc au tout début du XXe siècle. Cette technique, moi, quand j'étais interne, je l'utilisais encore. Hein. On fermait les hernies avec la méthode de Bassini. Alors, on l'utilise plus parce qu'elle est un petit peu douloureuse et qu'il y en a d'autres qui sont moins douloureuses et qui ont des résultats peut-être un peu meilleurs. Mais voilà, les grandes techniques ont été mises au point au début du XXe siècle. Donc, Kocher, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui a quand même eu le prix Nobel pour ses travaux sur la thyroïde. Il a mis au point des tas d'opérations. Morestin, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le chirurgien qui s'occupait des gueules cassées après la guerre de 14 et pendant la guerre de 14. On en reparlera un petit peu parce que c'est un type qui a fait des trucs formidables et qui le premier a fait des autogreffes d'os et de peau pour aller couvrir ces gueules détruites. Bill Rost, un américain, qui a laissé son nom à des opérations. Ils ont laissé leur nom sur des opérations, ces gens-là. C'est quoi ça? J'ai une clé là. Je sais pas d'où elle vient. Ah, ça y est, elle vient de là, oui. Voilà. Et puis Alstedt, dont je vous ai déjà parlé, celui qui a inventé les gants. Alstedt a laissé son nom à l'opération qui consiste à enlever tout le sein. Et c'est un des premiers. Il a fait beaucoup de chirurgie de l'intestin. Puis il a mis au point des instruments d'hémostase du genre de la pince que je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu plus fin. Ben voilà. Le début du XXe siècle, les techniques chirurgicales commencent à vraiment s'affiner. Les gars ont les moyens de commencer à travailler. Tout le monde ne meurt pas des opérations, donc on en fait plus. Et puis on commence à s'attaquer à autre chose que des amputations. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans le ventre, à traiter des cancers, des infections, des péritonites, des appendicites, etc. Et puis, alors en France encore, il y a vraiment un mec hyper génial. Alors je peux pas ne pas vous parler. Alexis Carrel. Alors c'est pas un mec qui a exercé beaucoup de chirurgie. C'est un Lyonnais qui a commencé sa carrière à Lyon en faisant à la fois de la chirurgie et un peu de recherche. Et à Lyon, il a quand même mis au point la première technique d'anastomose vasculaire, ce qui est un truc vraiment très moderne. En cousant d'une certaine façon, il arrivait à avoir des tuyaux qui restent perméables chez l'animal, hein, j'entends bien. Hein.
Et puis il a inventé aussi, quand il était à Lyon, enfin il a mis au point une substitution de l'artère par la veine. C'est-à-dire qu'il s'est dit on va remplacer l'artère abîmée par de la veine. Et puis après ses travaux à Lyon, il a eu le malheur d'assister à Lourdes à un miracle, ou un pseudo-miracle. Et après ce malheur, il a fait l'erreur de publier ce miracle dans la presse médicale. Et donc il a été un peu exclu de la communauté universitaire lyonnaise, qui n'était pas très fanatique du miracle. Et donc il a vu qu'il ne pourrait pas faire carrière à Lyon, il est parti aux États-Unis, où il a continué ses travaux à Chicago et Rochester. Et il a fait des trucs invraisemblables. Il a greffé, par exemple, 2 reins plus l'aorte je sais pas si c'était des chiens, je crois, d'un chien à l'autre. Bon, ils sont morts, mais il l'a fait quand même. Il a auto-transplanté des reins, des animaux encore, hein. C'est-à-dire, je prends le rein à gauche, je le remets à droite. Ça marche. Il a fait des autogreffes de cœur. J'enlève le cœur, je le remets, ça marche. Il a fait des trucs, il a fait des greffes d'artères cadavériques, c'est-à-dire qu'il mettait des artères de macabées d'animaux dans le frigo. Et puis il allait les mettre chez un autre animal quelques temps plus tard. C'est incroyable. Il a mis au point avec Lindbergh, l'aviateur, on en reparlera de Lindbergh, c'est marrant. Il a mis au point avec Lindbergh une machine de circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle, c'est une machine dont on se sert tous les jours en chirurgie cardiaque. Il a réussi à... décidément, cette clé, elle ne veut pas rester là-dedans. Je la laisse, là, puis je me sers plus de ça. Il a réussi à faire survivre un cœur de poulet in vitro, c'est-à-dire dans un liquide, pendant, on ne sait pas si c'est 28 ou 37 ans, mais bon, c'est long. C'est plus long que l'espérance de vie du poulet. Hein. Et puis il a un truc pratique quand même, qui a eu une application immédiate majeure, c'est qu'il a inventé la solution de Daquin. Donc tout le monde connaît la solution de Daquin, c'est un mélange d'eau de Javel et de je ne sais plus quel truc de potassium. Et donc il y a un antiseptique vraiment efficace, et il a inventé, ça ce sont ses dessins en bas. En haut, c'est les dessins des sutures artérielles et qu'il a inventé, c'est-à-dire qu'il mettait 3 petits points, il faisait 3 angles si vous voulez, pour que les bouts du tuyau de la tranche du tuyau soient écartés les uns des autres, et qu'on puisse coudre. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si le dessin est assez explicite. Oui, ça va. Et puis en bas, le schéma qu'il avait mis au point pour traiter des fractures ouvertes, a priori, mais délabrées, et donc à suspect d'infecter, au lieu de mettre des compresses de phénol comme faisait Lister auparavant, il avait inventé un système d'irrigation avec des tuyaux, avec des petits trous, pour que le Daquin, et il avait ça en permanence, ça s'évacue, et ça peut guérir l'infection. Il avait également fait des cultures tissulaires et inventé un système pour conserver le sang. C'est vraiment un génie. Mais un génie un peu noir, je vous ai mis ça, c'est pas très de la chirurgie, parce que bon, il a eu le Nobel en 2012, il était en Amérique, mais il a quand même écrit des trucs assez insupportables d'eugénisme, etc. Ce qui fait que ce type, qui était extrêmement respecté jusqu'aux années 2000 pour ses travaux médicaux, est tombé en disgrâce à l'occasion de je ne sais quel débat politique où il a été cité en exemple. Et dans les années 2000, les rues Carrel ont été toutes débaptisées dans le monde entier. Il en reste, semble-t-il, 2, une allée à Compiègne, un square à Angers, et puis un cratère sur la Lune que les astronomes avaient appelé Alexis Carrel. Alors, la première moitié du XXe siècle, on a eu 3 révolutions dans le XIXe, qui étaient l'asepsie, l'anesthésie et la radio. Et dans le début du XXe siècle, on en a encore 3, qui sont la transfusion. Alors, la transfusion, bon, tout le monde sait ce que c'est. Ça avait été essayé auparavant, hein, mais évidemment avec énormément d'échecs, parce qu'on transfusait le sang de n'importe qui à n'importe qui, et ça, on en meurt. Et Carrel, encore lui, avait eu de la chance, il avait fait une transfusion, un truc invraisemblable. Il avait réussi, c'était un nouveau-né qui était en train de mourir de je ne sais quoi. Il avait réussi à faire une anastomose entre l'artère radiale, là, ça fait à peu près 2 mm, du papa, avec l'artère poplitée, avec la veine poplitée, là, chez un nouveau-né, ça doit faire 1,5 mm. Il avait réussi à rabouter l'une à l'autre, et comme ça, à transfuser le nouveau-né à partir du père. C'est un truc impensable. Et je crois qu'il a eu de la chance parce qu'il devait y avoir une compatibilité de groupe et que le môme a survécu. Ceci étant, les groupes ABO, ils ont été découverts par un Autrichien en 1901.
le groupe Rhésus un peu plus tard, mais dès la découverte des groupes ABO, la transfusion s'est révélée beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins de mortalité, et donc elle a été beaucoup plus diffusée, ce qui permettait encore aux chirurgiens, d'une part, de sauver quelques malades de plus, et puis d'étendre leur champ d'action à des gestes plus hémorragiques, puisqu'on pouvait avoir des chances de rattraper le coup en transfusant les gens. La deuxième grande révolution, c'est encore une découverte par hasard, c'est la pénicilline de Fleming, tout le monde connaît l'histoire, et puis les sulfamides juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis la troisième, c'est les anticoagulants. Alors les anticoagulants, il y en a deux sortes. La première, c'est les anticoagulants oraux. Alors il y a plein de sortes aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les chirurgiens, parce que c'est des anticoagulants qui ont un effet qui dure. C'est-à-dire vous prenez votre comprimé, l'effet il dure plusieurs jours après. Donc pour un chirurgien, ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'héparine, qui est un anticoagulant qu'on injecte, il a un effet immédiat et un effet qui dure 2-3 heures. Et ça, pour les chirurgiens, c'est fondamental parce que ça leur permet de travailler là où le sang coagule. Vous faites de la chirurgie cardiaque, vous fermez le cœur pour travailler. Quand vous rouvrez, tout est coagulé, c'est mort. Vous faites de la chirurgie d'une artère, vous fermez pour travailler. Quand vous rouvrez, tout est coagulé, c'est mort. Vous faites la même chose en injectant de l'héparine à haute dose juste avant de fermer, rien ne coagule, enfin en principe. Et quand vous rouvrez, ça marche. Et puis l'héparine, elle est épongée en 2 heures. C'est-à-dire que dans les suites, le malade ne va pas saigner comme un lavabo parce que l'héparine aura été épongée. Donc ça, c'est un progrès majeur qui a permis la chirurgie artérielle et la chirurgie cardiaque. Et puis dernier progrès qui est celui de l'anesthésie et de la réanimation. L'anesthésie, on a commencé à intuber et à ventiler les malades, c'est-à-dire à leur mettre un tube pour aller directement injecter de l'air dans les poumons, une machine qui remplace la mécanique du poumon, ce qui permet de curariser les malades sans qu'ils meurent. Les curariser, c'est paralyser tous leurs muscles de façon à ce que le chirurgien puisse travailler sans qu'il y ait des muscles hyper tendus qui résistent à son travail. Et puis la réanimation qui permet de sortir d'affaires des gens à qui on a fait des opérations très lourdes qu'ils n'auraient pas pu supporter sans... Mais la réanimation, tout le monde sait ce que c'est depuis 6 mois. La guerre de 14-18, dans la guerre de 14-18, il y a un truc, à mon avis, qui est important, c'est la transfusion qui commence à arriver. Donc on sauve quelques personnes de plus grâce à la transfusion. Et puis le deuxième truc, c'est le travail de Morestin sur les greffes de peau et d'os pour les gueules cassées. Alors si la gangrène gazeuse, c'est la complication infectieuse majeure et mortelle de toutes ces amputations, on sait mieux la traiter grâce au daquin d'Alexis Carrel. Et puis on arrive à notre dernière étape de cette chirurgie. C'est à partir des années 50, 60 jusqu'à maintenant. Alors là, tout change et là je peux pas vous faire une description chronologique, c'est impossible. C'est plus la chirurgie, c'est les chirurgies, c'est-à-dire que il y a les spécialités, puis dans les spécialités il y a les hyper-spécialités, chacun a son histoire. Les moyens changent, on passe de petits moyens de bricoleurs dans un atelier à des moyens monstrueux, hyper chers. Et puis, bien sûr, c'est l'apparition de systèmes et de règles, les systèmes qui régulent l'organisation de nos métiers et les règles qui en limitent je ne veux pas dire les excès, mais qui limitent un petit peu les choses. Donc j'ai fait ça, à partir de là, je fais ça avec 2-3 petits points en essayant de vous intéresser au sujet. J'ai commencé par, puisqu'on a parlé pas mal d'amputation pour les fractures ouvertes, j'ai commencé par l'ostéosynthèse. Donc l'ostéosynthèse, c'est rabouter 2 bouts d'os pour qu'ils consolident. C'est plus fiable qu'un plâtre. Dans le plâtre, ça bouge. C'est plus solide. Et puis on arrive à impacter les 2 bouts d'os l'un contre l'autre, ce qui aide bien sûr à leur cicatrisation. Donc au début du XXe siècle, je vous ai mis 3 petits schémas qui datent du début du XXe siècle, on a imaginé, grâce à la sepsie et à l'antisepsie, parce qu'on pouvait se permettre d'aborder les fractures sans être sûr qu'elles s'infectent. Alors, si j'ai bien besoin de la clé, là. Ça marche. Voilà, on a imaginé, par exemple, une petite cheville. Vous voyez, la fracture, vous voyez les 2 bouts d'os qui sont séparés. Bon, c'est schématique, hein. Et dans un os, vous savez, il y a la moelle. Et donc la moelle, c'est pas solide. Et donc, il mettait une cheville qui allait enquiller les 2 bouts l'un dans l'autre et les mettre en face. Alors là, c'est un truc en ivoire. Pourquoi pas?
À la même époque, vous voyez, sur une fracture, ce qu'on appelle sphéroïde, c'est-à-dire très en biais, eh bien, ils ont solidarisé les deux morceaux par deux espèces d'agrafes ou de clous, je ne sais pas, qui solidarisaient les deux bouts. Ils cousaient aussi, ils cousaient avec du fil de métal, ils cousaient les deux bouts d'os l'un à l'autre. Ça, c'était au début du XXe siècle. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans l'ostéosynthèse à foyer ouvert, c'est-à-dire qu'on ouvre à l'endroit de la fracture. Et bien maintenant, on met des plaques et des vis. Bon, tout le monde a connu une radio de ce genre-là, avec une plaque, des vis. Voilà. Là, la fracture doit être par là, donc il y a une plaque avec des vis qui la consolide. Et puis il y a une autre fracture qui est comme ça, et il y a une vis qui va impacter cette malléole interne dans le tibia pour que ça tienne. Alors je vous ai mis simplement pour vous une photo. Alors c'est des plaques pour une extrémité supérieure de tibia, dans une seule marque, parce qu'il y a 40 marques de matériel qui font des matériels de façon différente, et dans une seule taille. Vous imaginez les armoires de ferraille qu'il faut avoir pour traiter tout ça. Et puis là, un brave orthopédiste avec son tournevis qui visse la plaque. Le foyer fermé. Alors, c'est-à-dire que là, on n'ouvre pas au niveau de la fracture, on essaye de la synthéser de loin. Donc on la réduit d'abord, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, vous avez les deux bouts, vous arrivez, sauf si c'est un grand dégât, vous arrivez à les mettre en face et à voir ce qui colle avec quoi. Là vous la réduisez avant, donc là il faut une radio quand même, parce que par manipulation externe, vous réalignez les morceaux dans une position à peu près anatomique. Et ensuite vous allez les synthéser en mettant ici dans le poignet, la fracture elle est là à peu près. Vous mettez des tas de broches qui vont tenir tout ce petit montage et qui seront plus solides qu'un plâtre. Ici, vous avez une fracture du dernier méta de la main, c'est-à-dire qu'elle est par là, elle est là. Voilà. Et donc, ils ont mis une broche dans le méta, dans le canal médulaire du méta, et puis une seconde broche pour solidariser le 5e avec le 4e qui fera attelle. Et puis en 40, il y a un Allemand qui invente ce qu'on appelle l'enclouage centromédulaire, c'est-à-dire que là vous avez une fracture de jambe avec deux fractures. Au lieu d'ouvrir et de mettre une grande plaque là, eh bien il fait une toute petite ouverture au genou et dans le canal médulaire il enfile ce grand clou. Alors bien sûr il a aligné les choses avant parce que sinon le clou il va sortir. Ça a deux intérêts. Ça a un intérêt septique, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas le foyer, et même si la fracture est un petit peu ouverte, on va juste nettoyer ce qui est ouvert pour pas enfoncer l'infection vers le fond, et puis on va mettre le clou. Et puis le deuxième intérêt, c'est que vous pouvez mettre les gens debout quand ça se présente bien comme ça. Vous pouvez mettre les gens debout beaucoup plus tôt, parce que vous allez impacter les morceaux les uns avec les autres, et donc la consolidation, elle va être aidée par le fait debout. Et l'intérêt majeur, c'est la date, c'est on remet les soldats au champ de bataille. La guerre, ça fait un truc étonnant en chirurgie. Alors, je vous ai dit, je fais des petits points. Je vais commencer par l'orthopédie, parce que c'est historiquement l'amputation, la fracture ouverte, c'est la chirurgie qui s'est développée le plus vite. Deuxième chose, c'est la hanche. La hanche, l'arthrose de hanche, ça fait mal simplement parce que ce sont deux surfaces qui ne sont plus lisses et ça grippe. Donc les gars se sont dit, on va remplacer des bouts de hanche pour que ça glisse mieux. Et ça commence déjà à la fin du 19e. Il y a un gars qui invente une prothèse en ivoire encore pour remplacer la tête du fémur. Voilà ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas bien comment il faisait, mais bon. Un petit peu plus tard, les choses commencent à se développer avec l'asepsie, les antibiotiques et tout ça. Donc au début du 20e, on imagine de mettre sur la tête du fémur. La tête du fémur, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Voilà, c'est ça. Vous avez la tête, le col, la diaphyse. On imagine de mettre sur la tête du fémur une cupule, de façon à mettre un truc lisse, qui ira bien sûr frotter sur un truc pas lisse, mais c'est quand même mieux de mettre un bout de métal sur de la toile émerie que deux bouts de toile émerie l'un contre l'autre. Ça glisse un peu mieux. Alors ces petites cupules, au départ, ils les ont faites en verre, ça tenait pas très longtemps. Ensuite en bakélite, en tas de trucs, en ivoire, je crois aussi. Et puis ils ont fini par faire des cupules métal
c'est pas la même chose, mais c'est encore un concept qui est encore utilisé dans certains cas particuliers, de couvrir la tête du fémur comme ça, avec une cupule de métal. En 1946, Judet, qui est encore un Français, invente la première prothèse qui remplace la tête du fémur. C'est ça. Hein. Donc il y a un petit clou qui va dans le col, là, et puis ça qui remplace la tête de fémur qui est là. Bon, ça c'est en acrylique, ça tient quelque temps, mais l'acrylique c'est pas solide. Et quelques mois plus tard, il y a des beaux succès immédiats, mais quelques mois plus tard, les gens ils ont de la poudre d'acrylique dans la hanche, et puis une tête en acrylique qui est aussi rugueuse qu'était la précédente, donc ça refait mal. En 50, il y a un Américain, Moore, qui invente, c'est vraiment le progrès majeur dans la prothèse de hanche, qui invente sa prothèse, la prothèse de Moore, il en a été mis des millions, qui a deux choses qui sont majeures. C'est la première, c'est que c'est du métal, et la deuxième, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur le col, là, qui est assez fragile, tout le monde le sait, il se casse. Hein. Il va s'appuyer dans la diaphyse fémorale. Là. Donc ça a été mis par millions, et ça a été mis non seulement dans l'arthrose de hanche, mais également dans la fracture du col du fémur. Pourquoi ? Parce que la fracture du col du fémur, malheureusement, au bout de quelques années, elle évolue vers l'arthrose, surtout chez les gens pas jeunes, et surtout la fracture du col du fémur, ça arrive à des gens vieux. Si on attend que ça consolide, ça met 2 ou 3 mois. En 2 ou 3 mois au lit, ils sont tous morts. Alors que là, vous les mettez debout 2 jours après. Et donc, le fait de les mettre 2 jours après, ça en sauve une énorme partie. Et puis, l'aboutissement de la prothèse de hanche, voilà, c'est une espèce de truc d'ingénieur avec de la ferraille, du polyéthylène, du ciment, ça se cimente, etc. Je vous en ai amené quelques-unes. Voilà, c'est la prothèse actuelle, c'est ça. D'autres prothèses. Je suis passé par les prothèses. J'ai trouvé que c'était assez amusant de passer par les prothèses pour vous raconter ça. Les prothèses valvulaires. Alors la valvule, on va parler de l'aortique parce que c'est la plus fréquente. La valvule aortique, c'est quoi ? C'est des clapets. Les clapets s'ouvrent quand la pression est forte dans le ventricule qui veut éjecter le sang vers le reste. Et ils se referment quand le ventricule se repose parce que la pression dans le reste, justement, devient plus importante que dans le ventricule. Et pendant ce temps, il se remplit. Donc la première valve bien utilisée, c'est la valve de Starr, c'est une bille dans une cage en ferraille. Quand le sang est éjecté par le ventricule, la bille est repoussée dans la cage, le sang passe autour de la bille, et quand le ventricule se repose, la bille revient dans son réceptacle, et le sang ne peut pas régurgiter dans le ventricule. Alors ça marche très bien, hein. Ça avait un inconvénient de confort, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Et donc les gens font tac, 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 tac tout le temps. Et puis ça avait, comme toutes les valves mécaniques, c'est-à-dire les valves en métal et trucs synthétiques, ça impose un traitement anticoagulant à vie, parce que ça crée des turbulences qui créent des embolies. Donc voilà, des valves. Alors la valve mécanique de Starr, on n'en met plus, hein, parce qu'elle se bouchait quand même de temps en temps, il y a quelques emmerdes. Maintenant, on met des valves à clapets, c'est-à-dire c'est 1 ou 2 clapets qui s'ouvrent comme une valve physiologique. Et puis, chez les gens âgés à qui on ne veut pas mettre des anticoagulants à vie parce que c'est dangereux, on met des bioprothèses qui ont été inventées par Carpentier. Tout le monde a entendu parler de Carpentier depuis quelques années. C'est une valve de porc qui a été désactivée, je dirais, au plan immunologique par la glutáraldéhyde. Enfin, ça n'a plus de fonction immunologique, donc il n'y a pas de rejet, qui est monté sur un cadre synthétique et qui a donc exactement la forme d'une valve cardiaque. Ça marche peut-être un tout petit peu moins bien que ça, mais l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre d'anticoagulants qui sont dangereux chez les gens âgés. Les autres, au niveau du cœur, y a une autre prothèse dont tout le monde connaît, c'est le stent. Le stent, c'est quoi ? C'est un petit... Alors on fait ce qu'on appelle une angioplastie, je vous en reparlerai tout à l'heure avec la chirurgie artérielle, c'est-à-dire qu'on monte un petit ballon dans une sténose, on écrase tout ça, mais ça tient plus ou moins bien ce qu'on a écrasé. Et donc l'angioplastie, ça a été inventé dans les années 70. Le stent, qui a été inventé 10 ans après, c'est un espèce d'étayage métallique, parce que les gens appellent un ressort, qui permet d'étayer tout ça et que ça ne se rebouche pas dans l'immédiat. Sur la durée, sur le long terme, ça
probablement pas beaucoup changé la donne, mais sur le court terme, ça a beaucoup changé la donne. Moi, je me souviens des premières angioplasties faites par les cardiologues. J'étais interne à l'époque, je faisais de la chirurgie cardiaque. Chaque fois qu'ils faisaient une angioplastie, on gardait une salle, parce qu'on savait qu'une fois sur deux, ça allait foirer et qu'on allait faire un pontage aux malades le jour même. C'est plus du tout le cas. Maintenant, les gens font des angioplasties grâce aux stents qui n'ont pas ces complications immédiates qui étaient gravissimes. Et puis le mariage des deux, c'est-à-dire du stent et de la valve, eh ben c'est le stent valve, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le cœur des gens pour aller remplacer la valve aortique, par exemple, par un truc comme ça, on monte en piquant là, on monte un ballon et un stent qu'on va déployer au niveau de la valve aortique, donc on va l'écraser. Et puis, à la place, on aura un gros stent et une valve biologique. Alors ça, c'est pas la panacée, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout les mêmes résultats que si on va vraiment enlever la valve native et la remplacer par une valve mécanique. Mais ça permet de changer la valve des gens qui ne sont pas capables de supporter la chirurgie cardiaque à cœur ouvert parce qu'ils sont trop fragiles. Hein. Donc c'est rapide. On fait même ça quelquefois en attente. C'est-à-dire qu'on remplace leur valve, enfin on met cette valve sans ouvrir le cœur, et puis quelques mois plus tard, le cœur a un peu récupéré, et on va changer la valve. Ensuite, d'autres implants, puisqu'on est parti dans les implants. Alors je vous ai mis, ça c'est un tissu dont on se sert pour réparer les hernies ou pour les éventrations, c'est-à-dire les problèmes de paroi abdominale. C'est juste un tissu synthétique. Un cristallin artificiel, une prothèse de sein, les implants dentaires, bien sûr, hein, ce sont des prothèses, et des prothèses de testicules pour remplacer les enfants, les petits garçons, ils aiment bien en avoir deux. Et quand on est obligé d'en barboter une, on leur en remet une en plastique. Autre élément du progrès sont les ondes. Alors les ondes, le laser, on sert du laser en ophtalmologie, dans les varices, dans plein de choses. Les ultrasons, on sert des ultrasons pour fragmenter un foie, parce que l'ultrason va ne briser que ce qui est friable dans le foie, et pas les vaisseaux, par exemple, qui eux ne sont pas friables. Donc c'est un instrument de dissection qui est intéressant. La radiofréquence, c'est-à-dire ce qu'on utilise dans le micro-ondes, hein, on s'en sert pour brûler les varices, par exemple. On sert aussi du froid, on sert aussi de la vapeur d'eau, donc du chaud. On sert de plein d'outils non mécaniques, voilà. L'imagerie, alors l'imagerie péropératoire, ça c'est aussi un grand progrès. Alors ça commence par ce qu'on appelle l'amplificateur de brillance, l'amplificateur de ah oui, excusez-moi. L'amplificateur. Ah, mais j'ai joué avec le. J'aurais pas dû me gratter le nez là. Hein. Merci. C'est bon ? Ouais. L'amplificateur de brillance, c'est comme de la radioscopie, c'est-à-dire, on est tous passés en radioscopie quand on était gamin chez le médecin, où on passait derrière un écran puis il nous voyait respirer. Hein. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être sur des trucs de films d'argent ou des choses comme ça, c'est de la télé. Donc ça permet, par exemple, pour réduire une fracture, vous réduisez votre fracture, au bloc opératoire, vous avez votre appareil d'amplificateur de brillance, vous vérifiez que la fracture est bien réduite. Et puis cet amplificateur de brillance, elle a été améliorée parce qu'on s'est amusé à faire des radios d'autres choses, du cholédoque par exemple, en injectant des produits radio-opaques, c'est-à-dire qu'on voit se dessiner le cholédoque, et puis des artères, on injecte des produits, on voit se dessiner les artères, et puis par le miracle de l'informatique, on a inventé ce qu'on appelle le road mapping, c'est-à-dire vous injectez des artères, vous avez une image où les artères sont injectées, donc vous voyez très bien, vous gardez cette image, et en radioscopie, vous pouvez enfiler des guides que vous voyez circuler dans ces artères qui ont été opacifiées. Ce qu'on appelle la navigation. Vous avez une espèce de carte artérielle sur votre écran et vous naviguez avec des guides en gardant l'image où les vaisseaux ont été injectés. On utilise aussi en péropératoire les ultrasons, le Doppler, l'échographie, le scanner péropératoire en neurochirurgie. Et puis le miracle informatique, c'est la fusion d'images, c'est-à-dire vous prenez des images de scanner qui ont été faites 15 jours avant, vous prenez les images de votre artériographie que vous avez fait en péropératoire, vous mélangez tout, et l'ordinateur vous donne de la 3D avec... Il y a tout, vous êtes dedans. Hein. Et ça, ça c'est des trucs... Alors je vous ai mis moi-même, avec mes écrans, hein,
Quand j'utilise le road mapping et que je fais, là je mets une endoprothèse de l'aorte, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'injecteur, c'est une machine qui permet d'injecter le produit de contraste suffisamment puissamment pour qu'en injectant peu, on ait une belle image. L'ordinateur, lui, en plus, va gérer ces images et me mélanger les meilleures pour me faire une belle cartographie. Mes écrans, vous voyez, là, ça c'est un anévrisme de l'aorte que je suis en train de traiter, et puis il y a, donc ça c'est le road mapping, vous voyez, tout a été injecté, et dedans, vous me voyez, je circule avec la prothèse, je vous en montrerai tout à l'heure, je circule là-dedans et je vois ce que je fais de l'intérieur. Et puis l'aboutissement, ça, on n'en dispose pas encore à Châlons, c'est ce qu'on appelle la salle hybride, c'est-à-dire c'est une salle qui mélange à la fois la technologie d'une salle de radiologie très très sophistiquée et la technologie d'une salle opératoire. L'optique, c'est l'endoscopie. Alors l'endoscopie, elle est beaucoup faite par les médecins, les gastro-entérologues, etc. Mais les chirurgiens s'en servent beaucoup. Bon, l'optique, il y a le grossissement, bien sûr, le microscope. Surtout, il y a l'endoscopie, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur des organes. Et en chirurgie, c'est surtout en urologie que ça sert. C'est-à-dire qu'on va voir dans la vessie. Maintenant, on va voir même plus loin dans les urtères. Et en 1826, je crois que c'est un Français, puisqu'il a fait ça avec Fresnel, qui était un grand physicien. Il a inventé un appareil d'endoscopie pour aller voir dans la vessie. Donc vous avez un tuyau qui va dans la vessie, des espèces d'appareils d'optique qui voient, et tout ça est éclairé à la bougie. Maintenant, c'est avec ça qu'on va voir dans les vessies, et non seulement on a l'optique, mais en plus on a rajouté dans le même canal une pince qui est commandée par là, qui permet de barboter des petits morceaux. Et puis quand on veut monter dans des endroits où il faut être souple et cheminer, alors on a des optiques en fibre optique, qui sont donc plus souples et dont on peut diriger la tête pour la diriger. L'optique, elle a été bien utilisée en orthopédie et en arthroscopie, c'est-à-dire que pour enlever un ménisque, par exemple, depuis 50 ans, on fait 2 petites ouvertures comme ça, alors que précédemment, on avait ça. L'aboutissement de l'optique, c'est la célioscopie, c'est-à-dire aller voir dans le ventre. Donc pour aller voir dans le ventre, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit trou, on injecte un gaz pour qu'il y ait de l'espace entre les boyaux et la paroi et pouvoir avoir de l'espace. Donc on gonfle le ventre et puis on met une collection de trocars, c'est-à-dire des espèces de banderilles dans lesquelles il y a un trou, et dans ces trous on met des instruments. Alors il y a les instruments pour voir, c'est de la fibre optique, il y a les instruments pour aspirer la fumée ou le sang, et puis il y a les instruments pour pincer, pour couper, pour coudre, et puis pour écarter. Donc vous avez, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 petits trous, ce qui permet de voir, d'écarter pour que celui qui opère puisse aller où il veut. Et vous avez le schéma, c'est un petit peu schématique, mais voilà, il y a la lumière et l'outil. Alors la célioscopie, elle a été utilisée de façon diagnostique dès après la guerre. Alors là, ils enfilaient juste un tube rigide en métal et puis ils regardaient dans le tube. Mais ça permettait déjà de voir ce qui se passait dans le ventre sans l'ouvrir, parce que on ouvrait beaucoup de ventre rien que pour voir ce qui se passe dedans. Et puis la fibre optique a permis de développer les choses, et c'est encore en France que ça se passe, à Clermont-Ferrand. Les premières grossesses extra-utérines sont opérées comme ça. Et puis il y a un chirurgien lyonnais, Mouret, qui lui a développé cette technique pour opérer dans un premier temps les vésicules biliaires. Et puis c'est une technique maintenant qui est utilisée pour tout ce qui est possible de faire comme ça, c'est-à-dire qu'on enlève des bouts d'intestin, on fait des tas de choses en célioscopie au lieu d'ouvrir le ventre des gens. Voilà, c'est un outil de célioscopie, et puis ça, c'est qui ? Je ne sais pas. Mais ils travaillent sur un écran, eux aussi. Les machines, donc il y a quelques machines. Il y a la table orthopédique. La table orthopédique, c'est une table opératoire avec des tas de bras qui se manipulent dans tous les sens, et avec des vérins qui permettent de tirer. Vous avez un fémur cassé, vous tirez, ça s'aligne. Et puis vous pouvez mettre votre clou centromédulaire. Les outils de l'orthopédiste, c'est comme ceux du bricoleur, c'est une scie, c'est une perceuse, c'est tout ça, et c'est maintenant des petits... Alors autrefois c'était des Black & Decker, moi j'ai connu les Black & Decker, qu'on stérilisait vaguement, et puis maintenant c'est des outils dédiés qui sont stérilisables très bien, et puis qui sont beaucoup plus efficaces, avec des batteries, il n'y a plus de fil. Et puis dernier outillage, c'est la stéréotaxie neurochirurgicale, c'est-à-dire qu'il repère sur de l'imagerie, en général du scanner, où est la tumeur,
Et avec des calculs d'angle un peu comme en marine, ils arrivent à pointer l'outil là où ils veulent aller. En plantant ça dans le crâne pour se guider. Deux autres machines, alors il y en a une qui est pas... Voilà, le lithotriteur. Le lithotriteur, c'est une machine à ultrasons qui permet de casser les calculs. Donc quand vous avez un calcul rénal, par exemple, au lieu d'aller l'enlever, quelquefois on le casse au lithotriteur, et puis les gens pissent leurs calculs en miettes après. Et puis surtout, vous avez la circulation extracorporelle, qui est une machine qui permet d'arrêter le cœur, de l'ouvrir, de travailler dedans, de le refermer, et de le renvoyer dans son lit, qui avait été bien envisagé par Alexis Carrel, qui maintenant est utilisé tous les jours. Et vous voyez là, vous voyez les chirurgiens, et puis derrière ce qu'on appelle le pompiste, avec ces pompes à galets qui pompent le sang, qui l'oxygènent et qui le renvoient. Alors ça, c'est une machine évidemment qui autorise plein de chirurgies qui n'étaient pas possibles avant ça. Et vous voyez que c'est un truc récent, ça a été mis au point dans les années 50 et ça s'est diffusé après. Hein. Et puis l'aboutissement des machines, c'est le robot. Le robot, c'est l'aboutissement de la cœlioscopie en pratique. Ça sert surtout dans l'abdomen. Hein. C'est-à-dire en cœlioscopie, on peut s'en servir ailleurs. Hein. Le robot, c'est un truc, vous êtes assis là. Moi, je l'ai fait en jean. Et vous opérez quelqu'un qui est dans la salle d'à côté. Alors il y a un autre chirurgien qui est habillé parce qu'il faut quand même mettre les banderilles dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut quand même surveiller qu'il n'y ait pas de gag parce que la machine elle a de la force. Hein, et si vous faites un truc vilain, elle le fera. Enfin si vous faites une connerie, elle l'a fait, elle vous suit. Hein. Qui va habiller tous ses bras. Vous voyez là la machine elle n'est pas habillée. Hein, je ne sais pas dans quelle exposition médicale. C'est une enfant qui joue avec. C'est pour ça que j'ai mis. C'est assez simple à apprendre. Donc vous avez 3, 4, 5 bras, ça dépend des robots. Ces bras sont à peu près les mêmes que ceux dont je vous parlais pour la cœlioscopie, c'est-à-dire qu'il y en a un qui voit et qui aspire sans doute, il y en a un qui fait la pince, l'autre qui fait l'aide, l'autre qui fait les ciseaux, vous pouvez coudre, vous pouvez faire comme en cœlioscopie des tas de choses. Ça a quand même des avantages, c'est que d'abord vous êtes assis devant un écran, c'est beaucoup moins fatigant. Il y avait une étude un peu toxique qui avait essayé de comparer les résultats d'une opération en robot et en célio, et qui avait conclu en disant que le seul bénéfice, c'était pour le dos du chirurgien. Mais c'est un petit peu toxique. Parce qu'elle apporte quand même des choses. Hein. Le robot, il apporte l'agilité, c'est-à-dire vous avez, au bout du robot, vous avez un truc qui est gros comme ça, qui pince, qui coupe, qui attrape une aiguille, etc. Et puis qui fait des mouvements que vous êtes incapable de faire avec votre poignet, qui va chercher derrière, etc. De la même manière, votre œil, vous pouvez le mettre derrière l'estomac. Quand vous opérez quelqu'un, vous pouvez le mettre que devant. Hein. Si vous voulez voir derrière, il faut soulever l'estomac. Vous avez une précision de geste qui est formidable parce que vous faites avec un joystick et vous pouvez démultiplier votre geste tant que vous voulez. Hein. Donc c'est pas un microscope, mais c'est un petit peu ça. Vous avez une vision 3D, ça c'est vachement bien, c'est-à-dire vous voyez en profondeur ce qu'on n'a pas en cœlioscopie. En cœlioscopie, vous avez un écran avec une vision 2D. Et c'est ça qui demande de l'apprentissage, alors qu'avec le robot, la 3D, il n'y a pas besoin de beaucoup d'apprentissage. Et puis, je vous avais promis qu'on reparlerait de Lindbergh. Voilà, donc je crois que c'est il y a 7-8 ans, une dizaine d'années, il y a une dame qui a été opérée à Strasbourg, son chirurgien était à New York. Hein, et par l'Internet, il l'a opéré. Alors, c'est un chirurgien strasbourgeois, hein, il est allé à New York pour opérer sa patiente qui était à Strasbourg. Ça peut avoir un intérêt parce que pour des choses... bon là c'était une vésicule je crois l'opération en question, donc c'est d'une banalité totale. Mais pour des interventions que 3 chirurgiens au monde savent faire, le gars qui est à Paris qui sait la faire mais il est content que celui qui est à Sydney soit là pour l'aider, et ben il l'aide. Hein. Donc c'est pas nul, hein, c'est pas nul. Alors je pense pas que par contre ça ait un intérêt pour opérer les gens au fond de l'Afrique, parce que le robot il y en a pas au fond de l'Afrique. Les limites du robot, alors il y a une limite technique, c'est que le robot n'a pas de retour de force. C'est-à-dire quand vous pincez quelque chose, vous savez pas si vous le pincez fort ou pas. Et ça c'est dangereux. Alors c'est en train d'être mis au point, mais pour l'instant ça pas. C'est la durée. Une opération au robot, ça dure à peu près 2 fois plus longtemps, parce qu'il faut l'installer simplement, il faut installer tout ce bordel technologique. Et puis c'est le coût, parce que ça coûte très 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 cher. Une machine, ça vaut 2 millions d'euros,
Et l'opération, sans compter le prix de la machine, comme elle est plus longue, comme il y a des tas de consommables, c'est-à-dire de trucs qu'on jette après l'opération qui coûtent très cher, elle coûte à peu près 2 fois ce que coûte une opération standard. Donc ça, c'est aussi une limite. Non. Ah. Non, il est fatigué. Non, il est coincé là. Alors attendez, il y a un truc, qu'est-ce qu'il me met? Ouais. Voilà. Bon, un autre grand pas en avant de la chirurgie, ben, c'est les greffes. Les greffes, alors ça a commencé par ce qu'on appelle les autogreffes, c'est-à-dire que le donneur et le receveur sont la même personne. Hein, l'autogreffe, ben, ça a commencé à être très développé par un Suisse, un Genevois, Reverdin, sur la peau, et puis surtout par les gueules cassées, où on allait prendre des bouts d'os ici pour les mettre là, et des bouts de peau là pour les mettre là. Donc l'autogreffe, c'est surtout la peau et l'os, c'est aussi l'artère et la veine. On se sert des veines pour faire nos pontages. Hein. Quand on vous fait un pontage, on vous prend souvent la veine là, hein, ou l'artère là. Pour faire un pontage, on prend l'artère radiale dont on peut se passer, ou la veine saphène qui est là. On fait aussi des autogreffes d'intestin, pour remplacer un bout d'ésophage. Bon, c'est beaucoup plus rare. Ce qu'on appelle les lambeaux libres, c'est-à-dire vous prenez un bout de muscle sur la cuisse, vous allez le mettre sur le thorax, par exemple. Des autogreffes de tendons. L'isogreffe, c'est un peu anecdotique, c'est la greffe entre deux vrais jumeaux. C'est la même chose qu'une autogreffe, puisqu'ils ont la même génétique. Les allogreffes. Tiens, il y en a une qui a sauté, non? Ah non, c'est bon. Les allogreffes, donc c'est la greffe de monsieur à madame. Il y a tout un catalogue de grandes premières. Le rein, c'est en 52. C'est à l'hôpital Necker, en Burgé. Il a greffé le rein d'une mère à son fils qui était tombé d'un échafaudage. Malheureusement, il a été rejeté 3 semaines après, et puis il est mort. Les poumons, le pancréas, le cœur en 67. Barnard, tout le monde connaît l'histoire. Son gars a vécu quelques jours. Après, on a tout greffé. La main, l'intestin, le visage, etc. Et on en arrive même au truc l'utérus, pas l'intérêt. Les greffes multiples, c'est aussi un truc, on greffe le cœur, le poumon, le foie. Les greffes partielles, c'est intéressant, parce que vous greffez la moitié d'un foie, et puis au bout de quelques mois, le gars, il a un foie entier. Hein, le foie se régénère. De la même manière, vous prenez un lobe de poumon, au lieu de prendre tout le poumon, il va s'étendre, et alors il va être un petit peu moins performant que tout un poumon, mais il va s'étendre dans toute la cage thoracique. Donc ça, c'est un peu intéressant. Alors les greffes, elles ont bénéficié des médecins, hein, les chirurgiens bénéficient beaucoup des médecins, de Dosset, qui est encore un Français, qui a été Nobel aussi, qui a découvert l'histocomptabilité au début des années 60, et c'est ça qui a permis, comme pour la transfusion, de choisir le greffon et de mettre un greffon plutôt le plus possiblement compatible. Et puis Borel, qui a découvert la cyclosporine par hasard, comme Fleming avec la pénicilline. La cyclosporine, c'est un truc de champignon, qui est ce qu'on appelle un anti-rejet, en pratique, c'est-à-dire c'est le médicament qui a permis d'éviter le rejet aigu en donnant ce médicament quelque temps jusqu'à ce que la greffe soit acceptée. Je ne sais pas si on discute les photos, là, on greffe de tout, vous le voyez à droite, et puis à gauche, il y a le nombre de greffes en France. Le rein, c'est 3600, pour vous donner une idée, par an. Le cœur, c'est 400, et l'intestin, c'est 1. L'intestin, il y a très peu d'indications. Les indications, c'est chez des petits-enfants qui n'ont pas d'intestin. C'est très rare d'avoir besoin. L'intestin, il y en a des mètres. Il faut vraiment en barboter beaucoup pour que ça manque. Et puis, il y a des moyens médicaux de compenser le manque d'intestin. Donc, c'est des indications chez les marmots. Il y a quand même une centaine de greffes de pancréas. Cœur-poumon, vous voyez, cœur-poumon à la fois, 9. C'est pas beaucoup, hein. Les banques de tissus. Les banques de tissus, c'est des allogreffes conservées. C'est-à-dire qu'on prend des os, tout ce qui est là, et puis on le traite de façon à ce qu'il n'y ait pas, comme pour la valve aortique de tout à l'heure, on le traite de façon à ce qu'il soit immunologiquement neutre et qu'il n'y ait pas de rejet. Donc on les garde dans des liquides, au frigo, et puis
Vous avez besoin, vous téléphonez, je voudrais ça, vous l'avez demain s'il est dans le placard. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Hein. Nous, on utilise les veines conservées. C'est des veines qui sont prises chez des cadavres ou les veines qu'on vous enlève quand on vous opère des varices, qui sont envoyées dans un laboratoire qui les traite. Et quand on en a besoin, on utilise beaucoup ça pour les fistules dédialysées. Puis pour les pontages, quand on n'a pas de veines chez le patient, on utilise ça. Ça a un intérêt, c'est que c'est indépendant de France Transplant. Enfin, France Transplant, ça s'appelle plus France Transplant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste d'attente. Vous téléphonez au laboratoire. Il y a même des laboratoires privés qui font de la banque de tissu. Voilà, donc ça c'est un truc qui est de la pratique courante, mais c'est bien. La xénogreffe, c'est la greffe de l'animal à l'homme. Alors c'est pas de l'histoire de la chirurgie, ça c'est de la prospective. Hein. Mais quand même, on a utilisé, vous avez vu avec les valves, on utilise des tissus d'origine animale. Et par exemple, on a été très limité pour les tissus d'origine bovine à cause de la maladie de la vache folle, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et donc maintenant, les quelques tissus d'origine bovine qui sont utilisés sont des vaches d'Australie, parce qu'en Australie, il n'y a pas de maladie de la vache folle. Bon, le reste, c'est de la prospective. Hein. L'idéal, ce serait le cochon génétiquement modifié pour qu'il nous file ses organes. Les organes artificiels, donc ça c'est beaucoup plus simple que la biologie de la greffe. Bon, il y en a qu'on connaît, c'est pas des vrais organes, mais c'est quand même des fonctions. Le pacemaker, simplement, qui est ce petit boîtier métallique qui fait que votre cœur, au lieu de battre n'importe comment, la machine va lui imposer un rythme et que maintenant elle est même capable de voir de quel rythme vous avez besoin en fonction de l'effort que vous faites. Vous courez, le pacemaker va savoir que vous courez et va faire adapter votre cœur à la course. Hein. Donc le pacemaker, c'est ça. Ça, c'est la pompe à insuline, c'est la même chose. C'est au lieu de se faire les diabétiques, au lieu de se faire une petite piqûre pour voir combien ils ont de sucre dans le sang et de se faire l'insuline en fonction, la machine qui est implantée. Alors il y a un petit truc pour la commander. Hein. Le pacemaker, pareil, on le commande à travers la peau, hein, par des trucs d'aimants. Il y a une petite machine, et puis la pompe à insuline, elle va savoir quelle est votre glycémie, elle va savoir ce qu'il faut envoyer comme insuline, et elle va le faire. Donc c'est pas des organes artificiels, mais pas loin. Le sphincter artificiel, les gens qui sont incontinents, vous avez une espèce de bague autour de l'urètre. Ça c'est simplissime, c'est de la mécanique toute bête, hein, une bague avec un tuyau, et dans ce tuyau il y a du liquide, et puis dans le testicule, le gars a une petite pompe, et ben quand il veut ouvrir le sphincter, il pompe, et puis il ouvre, et il pisse. Et puis quand il a fini de pisser, il ferme le sphincter, et puis il est tranquille. Bon, l'aboutissement des organes artificiels, c'est le cœur artificiel. Alors le cœur artificiel, c'est un petit peu plus amusant. Au départ, le cœur artificiel, c'est une assistance. C'est-à-dire que les gens qui étaient en insuffisance cardiaque grave, en attente de greffe, puisque c'était le seul moyen de les guérir, mais comme il n'y avait pas de greffon, puisque la course au greffon, c'est une course infinie, on leur mettait une machine pour assister le cœur. Alors cette machine, au départ, c'était gros comme 3 congélateurs, avec 2 tuyaux qui rentraient et qui faisaient une espèce de pompe qui assistait. Ça a évolué. Après, on a eu des petites pompes comme ça qui assistent le cœur. Vous voyez, le cœur est toujours en place, mais il est assisté. Il y a un deuxième petit cœur qui fait la moitié du boulot et qui permet de survivre. Avec un système de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bon, c'est le détail. Voilà, la pompe. Hein, la pompe qui est branchée sur l'aorte, là où la machine va envoyer du sang, et puis qui, de l'autre côté, ramène le sang vers la pompe. Ça, c'est par contre un vrai cœur artificiel. Celui-là est américain. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est quand même alimenté. Alors, celui-là marche à air comprimé. Hein, c'est-à-dire que vous avez toute la machinerie qui est dans cette valise que vous portez à l'épaule. Et puis, ce petit cœur qui est alimenté par les tuyaux. Les tuyaux, ils passent à travers la paroi, bien sûr. Hein. Et là, ça remplace le cœur. C'est-à-dire qu'on a enlevé le cœur, on a mis ça à la place avec l'espoir que ça serait définitif. C'est encore un espoir. Hein, mais il y en a qui ont duré des mois, voire des années, je crois, avec ça. Et puis ça, vous en avez tous parlé, c'est le Carmat, c'est le cœur de Carpentier. C'est-à-dire que c'est un cœur français qui est différent, en ce sens qu'il est beaucoup plus bio que celui-là. Et qu'il est alimenté électriquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le circuit d'air comprimé. C'est un fil électrique, la pompe, elle est à l'intérieur. Le moteur est à l'intérieur, alors que dans l'autre, le moteur est à l'extérieur.
Mais il y a quand même une valise, parce qu'il faut des batteries, et puis il faut des machins de réglage. Mais ça, c'est des trucs, je ne sais pas si je les verrai, mais peut-être. Hein. Je les verrai, je veux dire, en pratique assez courante. Voilà, donc je vous avais promis de terminer en faisant un petit topo sur la chirurgie artérielle pour remettre les choses dans un peu de chronologie après ce bazar de prothèses et de trucs qui sont un petit peu présentés n'importe comment. Et comme c'est assez simple, je pense que ça va être, ça devrait apporter quelque chose. Donc la chirurgie artérielle, les lésions, c'est très simple. Hein. L'artère, c'est un tuyau. Soit on fait une plaie, ça saigne, soit il se bouche. Hein. Alors il y a deux mécanismes pour qu'il se bouche, c'est l'embolie. L'embolie, c'est un petit caillot qui en général vient du cœur et qui vient boucher de façon très brutale une artère qui était de bonne qualité. C'est-à-dire c'est comme si vous versez une cuvette de plâtre dans vos toilettes, le lendemain c'est bouché. Hein. C'est le bouchon. L'autre façon de boucher ces artères, c'est l'athérome ou l'athérosclérose. Là, c'est progressif, c'est-à-dire c'est un espèce de dépôt qui va se mettre dans la lumière de l'artère, c'est une maladie, et qui va finir par la rétrécir et la boucher. Et puis la dernière lésion des artères, c'est l'anévrisme, c'est-à-dire qu'une aorte, par exemple, une aorte normale, c'est un tuyau cylindrique. Un anévrisme, c'est une perte de parallélisme des bords, c'est-à-dire que vous avez, comme une hernie dans un pneu, ça gonfle. Quand ça gonfle, comme une hernie dans un pneu, ça finit par péter. Vous voyez, la pathologie est simple à schématiser. Alors la chirurgie artérielle, ses débuts, c'est Alexis Carrel avec sa suture dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle en triangulation, c'est-à-dire qu'il met 3 points à 3 angles de ces vaisseaux à suturer, et puis il tourne et il fait des surjets entre chaque. C'est encore Alexis Carrel qui a donc imaginé les patchs, les greffons veineux, c'est-à-dire prendre un bout de veine pour mettre à la place d'une artère. Le patch, c'est prendre un bout de n'importe quoi, de veine ou d'autre chose, pour élargir une artère. Les premières sutures de plaie, c'est évidemment à Chicago. Donc, c'est les premières sutures de plaie artérielle, c'est début 20e. Les gars ont commencé à suturer ça à la soie. Et puis des courtes greffes veineuses ont été faites aussi au début du XXe, c'est-à-dire que sur des petits pontages, des petites obstructions ou des petits anévrismes, les gars sur place prenaient la veine qui était à côté et la mettaient à la place de ce qu'ils voulaient remplacer, mais surtout la première opération de vraie chirurgie artérielle qui reste encore, c'est l'embolectomie, c'est-à-dire d'aller enlever l'embolie qui est venue boucher brutalement une artère et qui met donc le membre ou l'intestin ou le viscère en situation de détresse grave, qui consiste simplement à ouvrir. Alors au départ, simplement on ouvrait l'artère, on appuyait de chaque côté, on refaisait ressortir l'embole par la plaie et on refermait l'artère. Alors ça évidemment, ça n'était possible avec un résultat correct que si l'embole était petit. Les premières endartériectomies. Alors l'endartériectomie, c'est quoi? Je vais revenir en arrière. C'est d'enlever ça. Donc endartériectomie, voilà. Les premières endartériectomies, elles ont été faites par hasard, bien sûr, comme souvent, lors d'une embolectomie. Dos Santos, un Portugais, a enlevé en même temps l'endartère et s'est dit, putain, j'ai un super résultat. J'ai vraiment une artère qui est très large maintenant, parce qu'il l'avait enlevé, il devait y avoir un peu d'athérome à l'endroit où le caillot s'était bloqué. Il avait enlevé tout à la fois. Donc ça a été fait évidemment le long de l'ouverture de l'artère. On a inventé des outils pour aller chercher beaucoup plus haut. Vous voyez, on enfile cette espèce d'outil comme ça autour de l'endartère, et puis on va le pousser dans l'artère. Donc on va dégager tout ça, et ça va venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si ? Ok. L'endartériectomie, elle est toujours pratiquée, hein, et elle est surtout pratiquée au niveau de la carotide. C'est une des opérations qu'on fait le plus en chirurgie artérielle. La première a eu lieu à Houston par Debaquier, qui est un chirurgien dont on reparlera, qui a opéré le monde entier. Il a opéré Brejnev, il a opéré des papes, il a opéré... Enfin, je veux dire, c'est vraiment une superstar de Brejnev, ou bien le suivant. Non, pas Brejnev. Eltsine. 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 Donc ça consiste dans la carotide à enlever la plaque, et puis la plaque donc d'athérome, et puis à refermer la carotide. Alors c'est pas aussi simple que je vous le dis, mais le principe c'est ça. Hein. Et puis on peut par exemple ici refermer par un patch, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire
comme c'est quand même des artères qui sont pas très grosses, hein, la carotide là, ça fait 5 mm à peu près. Si vous mettez une suture, vous allez bouffer 2 mm, 1 mm de chaque côté, de circonférence, donc pas de diamètre, mais quand même, vous allez rétrécir un peu. Donc si on se sent pas très confortable, pour rester bien large, on peut mettre un patch. Il y a d'autres techniques pour faire cette endartériectomie de la carotide, c'est de retourner comme une chaussette, comme là, vous voyez, on retourne comme une chaussette, et puis là où la plaque s'arrête, on l'enlève. C'est vraiment une des opérations les plus standardisées et les plus fréquentes. Je veux dire, on en fait je ne sais pas combien par an, mais c'est énorme. Le premier pontage long, donc je vous ai parlé de tout petit remplacement. Là, le premier pontage long, c'est-à-dire c'est un pontage qui part de l'aine et qui va au genou, pour une thrombose de toute l'artère fémorale. Le premier a été réalisé par un Français, encore Jean Cunelin, en 51. Bon, le meilleur substitut artériel, c'est la veine saphène, dont je vous ai déjà parlé. Donc on la prélève tout le long de la cuisse, on prépare une greffe qu'on va coudre en haut et en bas. Et vous voyez ici une artériographie, c'est-à-dire une radio des artères du premier malade opéré par Cunelin en 51. Cette artériographie a été faite en 69. Donc le premier pontage a été fait en 51, je ne sais pas lequel c'est. Le second a été fait à la fin des années 50. Et bien longtemps après, ça marche. Hein, c'est toujours perméable. Alors il y a des petites, ce qu'on appelle des ectasies, c'est-à-dire que ça s'est un petit peu abîmé là. Mais quand même, là on a presque 20 ans de suivi, c'est un résultat super. Donc ça date des années 50, du début. Les premiers remplacements de l'aorte. Alors l'aorte, on ne peut pas la remplacer par la veine saphène parce qu'elle fait 2 cm. Et la veine saphène, elle fait... quand elle est belle, elle fait 4-5 mm. Donc, ils ont remplacé ça par des allogreffes, c'est-à-dire qu'ils avaient des aortes de cadavres frigidaires. Et ça a été le moyen qui était pour remplacer l'aorte. Et ça a été encore fait en France, Oudot, qui a fait une thrombose aortique en 50, et surtout Charles Dubost en 51, qui a remplacé une aorte, un anévrisme. Donc l'anévrisme, c'est cette dilatation par une greffe d'aorte. Ça c'est un très grand pas dans la chirurgie. Et ce sont des gens qui ont survécu avec leurs allogreffes sortis du frigidaire. Les substituts, parce que bien sûr, les allogreffes, c'est limité. Les veines saphènes, tout le monde n'en a pas, et des fois elles sont abîmées, ou des fois elles sont déjà parties parce qu'elles ont été enlevées soit pour un autre pontage, soit parce que il y avait des varices. Et quand il y a des varices, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas belle. Alors les premiers substituts, c'est un Américain, Voress, qui a, après la guerre, au début des années 50, qui était interne et qui travaillait chez le chien. Et il a commencé par remplacer l'aorte du chien par un mouchoir en soie qu'il avait cousu pour faire un tuyau. Et puis ça marchait. Et donc il a continué en remplaçant ça par du nylon et ensuite par du vignon. Le vignon, c'est une matière synthétique genre nylon, hein, chez le chien. Et puis un jour, Voress, qui était toujours interne, il était interne chez Blackmore, qui était un grand patron américain. Ils ont opéré un anévrisme de l'aorte et malheureusement en urgence. Et malheureusement, il n'y avait rien à la banque, il n'y avait pas de greffon d'allogreffe disponible. Et donc il a quitté la salle d'opération, il est allé dans son laboratoire où il y avait la machine à coudre de sa femme, et puis il a cousu une prothèse, voilà, comme ça, en vignon, le temps que le patron devait surveiller le patient. Il est revenu avec sa prothèse qu'il a stérilisée en vitesse, et ils ont cousu la première prothèse aortique chez l'homme en 53, et ça a marché. Et donc ça a intéressé beaucoup de monde. Et donc on s'est mis à fabriquer des vraies prothèses. Donc les prothèses ont été en particulier développées par Debaquet, dont je vous parlais tout à l'heure. Pendant très longtemps, elles sont toujours, parce qu'on en utilise toujours beaucoup, en dacron. Alors au début tissé, le problème du tissé, c'est que sur les bouts, ça s'effiloche quand vous cousez. Donc c'est pour ça que Voress, lui, il avait fait une espèce de retour de chaussette pour pas que ça s'effiloche aux sutures. Et donc après ça a été tricoté, et donc c'est tricoté, et vous avez, j'étais allé un jour dans il y a pas beaucoup de prothèses qui sont fabriquées en France, il y a un fabricant vers Roissy
J'étais allé dans son usine et il y avait dans l'usine une chambre blanche, un truc magnifique, plein de trucs stériles, etc. C'était très très beau. Et puis il y avait un métier à tisser qu'il avait acheté en Ardèche, un vieux métier à tisser de 1900, je crois, et que tous les mois il sortait le métier à tisser et il tissait des kilomètres de dacron. Il tricotait plutôt des métiers à tricoter. Il tricotait des kilomètres de dacron. Ah, ou tisser, c'était peut-être tisser, je ne sais plus. Mais enfin, il avait un outil du siècle précédent avec lequel il faisait les prothèses, puis ensuite il les stérilisait, il les emballait. On utilise maintenant aussi le polytétrafluoréthane, c'est le Gore-Tex qu'il y a dans nos anoraks. Hein. Ça marche bien aussi. C'est un peu moins facile à travailler, mais c'est pas mal. Et puis il y a les greffes biologiques, donc il y a l'autogreffe de veine ou d'artère, dont je vous ai déjà parlé. Il y a les homogreffes de veines et d'artères, donc qui sont préservées au frigidaire, qui viennent de quelqu'un d'autre. On a utilisé aussi des veines ombilicales d'hommes. Hein. Et puis on utilise encore certains, enfin moi j'ai pas utilisé ça depuis 30 ans, des hétérogreffes bovines. Ça marche soi-disant un peu mieux, mais c'est pas sûr du tout. Enfin, il y a très peu de gens qui utilisent encore ça. Ça a été très à la mode il y a 30 ans. Donc avec tout ça, on peut faire tous les pontages qu'on veut, on part d'où on veut et on arrive où on veut. Hein, il faut partir de là où il y a du sang, c'est-à-dire proximal, et aller là où il en manque, c'est-à-dire distal. Hein, donc vous voyez des exemples de pontage. Ici, on part de l'aorte abdominale, on va à l'aine, parce que c'est bouché là. Ici, on fait ça des deux côtés, on part de l'aorte sous les artères rénales, c'est bouché ici, et donc on va à l'aine des deux côtés. Alors ici, c'est le même pontage, sauf qu'au lieu du fait que ce soit bouché, c'est le fait qu'il y a un anévrisme. Et donc on fait à peu près la même opération que là, mais dans l'anévrisme. Ici, on va de la gauche à la droite, par exemple, parce que ça c'est bouché, et donc on fait un pontage qui va aller de la gauche à la droite. Là, vous avez un pontage veineux, donc c'est celui de Kuhnlein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est en veine, qui part de l'aine, qui va au genou. On va jusqu'au pied. Vous voyez, ici, c'est une radio d'un pontage qui va jusque là, c'est-à-dire au coup de pied. Alors là, c'est de la veine. Hein. Si c'était de la prothèse, ça ne marche pas plus d'un quart d'heure. On va, par exemple, du bras à la jambe. Hein. Vous partez de l'épaule. Hein, et puis vous allez à la jambe. Quand tout est bouché là, que vous ne pouvez pas ouvrir le ventre du malade, c'est trop dangereux pour lui, ben, vous contournez l'obstacle en allant du bras à la jambe. Alors on peut aller du bras aux deux jambes. Ici, c'est la même. Ici, on part de l'aorte juste après le cœur, ce qu'on appelle l'aorte ascendante, et puis on va descendre dans les artères des intestins, et les artères rénales. Enfin, on peut tout faire. Tout ne marche pas, mais on peut tout imaginer, et les ressources sont assez infinies. Alors, les ballons, on en a déjà parlé. Alors les ballons, il y a deux sortes de ballons. Il y a le ballon pour enlever une embolie. On a vu tout à l'heure qu'une embolie, ça pouvait s'enlever quand elle était courte, simplement en appuyant des deux côtés de l'artère ouverte pour la faire sortir comme un point noir, dirait quelqu'un d'un petit peu grossier. Malheureusement, l'embolie, souvent, elle est beaucoup plus longue, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre tout le long de l'artère. Et donc, on ne peut pas aller la chercher en ouvrant, enfin on peut, mais c'est pas une bonne idée, ouvrir toute l'artère. Donc il y a un Américain qui a inventé un jour une espèce de sonde à ballonner, c'est ça. C'est un petit ballon qu'on gonfle ou qu'on dégonfle, qui est très souple. Donc on va le monter, on va faire un petit trou dans l'artère. Toute l'artère est bouchée là. On va faire un petit trou là. On va monter le ballon à travers le caillot. C'est pas très solide un caillot. On va le gonfler, le ballon, une fois qu'on est au-dessus. Et ensuite, on va ramoner et on va tout sortir. Voilà. Ça, c'est le premier ballon. Le ballon d'embolectomie, c'est un truc très souple. C'est comme une baudruche un peu. Le deuxième ballon, qui a été inventé par un cardiologue allemand en 1974, c'est le ballon d'angioplastie. Alors, c'est pas du tout le même matériel, parce que c'est un ballon très rigide, justement. Si vous mettez un ballon très souple dans une sténose, comme là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se gonfler là et là, mais pas là. Il va faire un diabolo. Et donc, vous allez exploser l'artère au-dessus, exploser l'artère en dessous, puis rien dilater du tout. Lui, il a inventé un ballon très souple, très rigide. C'est-à-dire que quand il est gonflé, au début, il n'avait pas vraiment, mais maintenant il l'a, il prétend avoir à peu près cette forme-là quand il est gonflé à haute pression. Et puis, l'autre particularité de ce ballon, c'est qu'il est avec un axe, c'est-à-dire que vous avez un petit trou
tout le long du cathéter, et dans ce petit trou, vous mettez un guide. Donc la technique, ça consiste à piquer à distance, à monter le guide, vous voyez, il est là, à travers la sténose, donc avec les appareils de radiologie que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois que vous avez monté le guide, vous montez le ballon sur le guide et vous gonflez le ballon. Ça écrase tout et ça vous fait, théoriquement, une lumière jolie qui permet au sang de passer. Et voilà, par exemple, une artériographie. Vous voyez ici une sténose très serrée parce que le petit passage pour passer le guide, il est vraiment petit. Ils ont monté le guide, le ballon, des fois on est obligé de pousser un peu en force pour que ça monte. Et puis le résultat qui est quand même plus qu'honorable, c'est-à-dire que maintenant on a un vrai tuyau. Étape suivante dans la chirurgie. Donc ça c'est les années 74. Donc le ballon d'angioplastie de 74, Grünsik, il avait fait un ballon, il était cardiologue, mais il a fait une dilatation sur une artère poplitée, c'est-à-dire que c'est les mains, et il s'est lancé dans les artères coronaires en 77. Sur un malade à qui on ferait surtout pas une angioplastie aujourd'hui parce que c'était très dangereux, mais il a eu un beau succès. Les stents, donc on a déjà parlé des stents, une fois qu'on a monté ce ballon, on sait que malheureusement, la plaque, quelquefois, elle est très fracturée, parce que c'est violent, hein, c'est de la pression forte. Et donc, il peut y avoir un petit bout de plaque qui bascule, qui bouge tout, ou qui va vers le bas, faire une embolie plus bas, ou alors des surfaces tellement irrégulières que ça caillote et ça se bouche. Et donc, Palmaz, un Argentin, a eu l'idée de mettre des stents, c'est-à-dire une espèce de grillage, comme ça, je vous en ai amené. Donc le stent de Palmaz, à l'origine, il était serti sur le ballon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait monté le guide, on montait le ballon sur lequel était serti, ça, on le sertissait à la main, au bloc nous-mêmes, sur la table, sur le ballon, on écrasait tout ça, et puis on montait le ballon. Si on avait le bonheur que le sertissement tienne et que le stent monte avec le ballon, on dilatait, et le stent restait en place, bien incrusté dans la paroi, et donc étayait tout ça. Et ça a permis de faire des choses que avec la simple angioplastie, on allait à l'échec. C'est-à-dire qu'on a pu recanaliser des artères très longues et très grosses. Là, vous voyez, c'est une artère iliaque. Ça fait une dizaine de centimètres. Elle est complètement bouchée, donc il faut déjà passer à travers. Si vous juste ballonnez là-dedans avec une angioplastie, vous allez avoir un tel dégât que ça va se boucher le soir même. Si vous mettez un stent, vous voyez, ça se passe, vous avez des chances de succès. Alors il y a d'autres stents qu'on utilise cela que en chirurgie artérielle, pas en chirurgie cardiaque à ma connaissance, qui sont des stents qui ne sont pas sertis sur les ballons, ils se déplient, c'est-à-dire vous les montez dans un cathéter, vous tirez là-dessus et ils s'ouvrent là où vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez le vrai dessin là, vous montez comme ça s'ouvre, il monte comme ça, vous commencez à l'ouvrir, il est ouvert. Et la synthèse de tout ça, des prothèses et des stents, on arrive au bout. C'est l'endoprothèse aortique. L'endoprothèse aortique, c'est un moyen de traiter l'anévrisme de l'aorte, cette dilatation, sans ouvrir le patient, comme sur la diapo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, je suis encore là, en train de mettre une endoprothèse, on va par un petit trou, grand comme ça, grand comme ça après, parce que pendant il est grand comme ça, c'est un peu élastique, la peau. On va monter dans l'aorte une prothèse, donc dépliable, un peu comme le dernier stent que je vous ai... Il ne faut pas que je me mette là, oui. Un peu comme je vous ai montré, vous voyez, on est là, on surveille ça avec la radio, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on a monté un corps de prothèse, on a les deux artères rénales et l'anévrisme. On sait, on ne veut pas boucher les artères rénales, bien sûr. Donc, on va larguer notre prothèse là, on va l'ouvrir. Vous voyez, là, elle est ouverte. Alors, comme il y a deux branches, là, il y a juste un moignon de branche. Par l'autre côté, on va monter, on va aller à la pêche, on va essayer de rentrer dans l'autre moignon, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'il faut le trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va mettre un autre jambage, alors quelquefois on les prolonge, etc. Ça permet de traiter un anévrisme de l'aorte. Pas tous, il faut qu'il y ait il y a des contraintes morphologiques. On ne peut pas tout traiter, parce qu'il faut par exemple qu'il y ait suffisamment de longueur là pour que ce soit étanche, de longueur non anévrismale. Au début, il faut qu'il y ait 1,5 cm ou 2, pas anévrismal, pour que ça reste étanche. Pareil en bas. Mais on va traiter, disons actuellement, je pense que 1 sur 2, on traite comme ça, sans ouvrir les patients, c'est-à-dire qu'on remplace une opération qui était quand même une opération très lourde, où les gens passaient 3-4 jours en réanimation après, où ils étaient KO pendant 2 mois.
en une opération où ils sortent le lendemain ou le surlendemain, et ils sont pas très fatigués. Hein. Et puis on diminue un peu la mortalité à court terme. Par contre, à moyen terme, c'est des trucs qui se dégradent, et donc on les réserve plutôt aux gens fragiles ou âgés, parce que ça se dégrade, ça nécessite une surveillance. Pourquoi? Simplement parce que la maladie anévrismale, elle continue à évoluer, et donc autour de la prothèse, ça s'ouvre quelquefois, et hop, le sang passe. Donc il y a des prothèses un peu plus compliquées que celle-là, qui sont branchées, c'est-à-dire qu'ici, on a l'équivalent de ça en haut, et puis ici on a une branche pour aller dans l'artère iliaque interne qui va à la fesse. Il faut quand même qu'il y en ait une qui passe pour que la fesse survive. Puis il y en a des très compliqués avec des branches partout, qui vont dans les artères rénales, dans les artères digestives. Alors ça devient de la chirurgie compliquée. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits cathéters de tout ça et mettre toutes ces petites branches. Et puis l'aboutissement, c'est avec la fusion d'images dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on voit peut-être pas très bien là-dessus. Mais bon, l'aboutissement, c'est quoi? C'est de mettre une prothèse comme ça, sans fenêtre, mais de la mettre devant les autres artères. Et puis avec un laser à l'intérieur de la prothèse, on va faire des trous dans la prothèse devant ces artères viscérales, rénales ou viscérales, qu'on a bouchées avec la prothèse, donc il faut faire vite parce que ça ne supporte pas longtemps, et puis de mettre des stents pour faire rejoindre la prothèse et l'artère dans laquelle on a rentré grâce au trou au laser. Ça, je ne l'ai jamais vu, mais ça se fait de façon régulière dans quelques hôpitaux parisiens. Voilà, c'est l'aboutissement, je crois, de la chirurgie artérielle. Alors, je termine par un petit mot, je ne veux pas dire de morale, mais sur le fonctionnement de notre métier, parce que vous avez bien compris qu'au début, c'était de l'artisanat pur et dur, qu'on avait des mortalités gravissimes, qui étaient inacceptables, etc. Et donc, la morale, l'éthique, la loi, tout ça sont venus là-dedans. Et il y a quelques trucs qui sont intéressants. Il y a la loi Hurier, qui est une loi, alors en France, la loi Hurier, qui est une loi qui encadre, je dirais, l'expérimentation sur l'homme. C'est-à-dire qu'on fait plus ce qu'on veut avec un pauvre, comme faisait Félix avant d'opérer Louis XIV. C'est à la fois une bonne chose, c'est en même temps un frein, parce que, évidemment, il y a des idées géniales qui ne peuvent pas percer, parce que les contraintes sont lourdes. Il y a des comités d'auto-évaluation, les études randomisées, depuis le Covid, tout le monde sait ce que c'est. Les normes, alors l'état de l'art, c'est ce que disent les experts et les juges quand vous êtes accusé de quelque chose. On dit mais non, il a opéré en fonction de l'état de l'art le jour où il l'a opéré. Donc c'est des normes, ça interdit les conneries, les mecs qui font n'importe quoi, et c'est plutôt une bonne chose. Les certifications, évidemment, tout le matériel que je vous ai montré, c'est très très certifié. Par contre, si vous allez en Afrique, vous pouvez emmener du vieux matériel, restériliser dans la cuisine et le mettre comme ils faisaient autrefois. L'organisation de la profession, tout le monde ne fait plus n'importe quoi. On est tous spécialisés, voire hyper spécialisés, et on n'ose plus sortir de notre créneau. Les dons d'organes, ça c'est évidemment une limite à la greffe. Et puis le nerf de la guerre, c'est le pognon. C'est aussi une limite. Donc je vous ai mis deux choses qui sont quand même assez édifiantes. Egas Moniz, c'est un chirurgien portugais qui a été le grand promoteur de la lobotomie. Tout le monde sait ce que c'est que la lobotomie avec la fille Kennedy. Il a quand même eu le prix Nobel. Eh ouais. Comme quoi, s'il y avait eu toutes ces règles, des choses ne seraient peut-être pas arrivées. Et puis à l'inverse, ça c'est la secrétaire de Gruensiek, le gars qui a inventé les ballons d'angioplastie, qui est, vous voyez en bas, c'est la table de leur cuisine. Elle devait être un peu plus que sa secrétaire. Il y a une bouteille de pinard, et puis il y a des tas de tuyaux. C'est-à-dire que le premier ballon d'angioplastie, il a été fabriqué là, sur une table de cuisine. Et ça serait évidemment pas possible aujourd'hui. Donc il y a aussi des limites à ce système d'encadrement. Il y a du bon et du mauvais. Je crois que j'ai terminé.